Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Capet? É- Écoute, ça va super. À l'approche des jetons WLFI et Plasma qui vont sortir le 1er septembre, ça va faire un bon sujet de discussion. Surtout qu'on a sorti une vidéo sur Plasma récemment qui a bien marché. ATH sur Ethereum, évidemment. Je pense que ça fait plaisir par où ça passe. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est sur une correction passagère ou est-ce qu'on va se faire, Casser la gueule? calmer? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Pourquoi on se ferait casser la gueule, tiens? Y a Non, pas de mais tu raison qu'on se sais, il fasse n'y a pas casser besoin la de gueule. raison pour se faire casser la gueule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout comme on avait de très bonnes raisons de pump et on n'a pas pump à certains moments, tu vois. Donc, Ouais. je sais pas. En fait, le marché, il est bien, bien chaud. Mais jusqu'à maintenant, le S&P s'est plutôt bien porté. La TradFi aussi. On a des news qui sont relativement bullish, etc. En fait, moi, ce que je surveille aussi, c'est est-ce qu'il peut pas y avoir un ralentissement sur... Enfin, en gros, les dernières semaines, on a eu quand même une grosse reprise de force d'Ethereum. Mhm. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça va poursuivre ou pas et à quel point ça va le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent qui est sorti de BDC pour rentrer sur Ether. Je Ouais. pense on l'a vu pas mal sur HL avec Unit. Je sais pas si tu as vu, il y a globalement une whale ou plusieurs qui ont déposé pour l'équivalent de 2 milliards, qui ont tout dump Ah, j'ai vu. J'ai vu. via BTC et qui ont ensuite racheté de l'Ether. Mais je me demande en fait à quel point cette surperformance va continuer. Est-ce que genre Ether peut tenir si BTC se casse la gueule? Là aujourd'hui on a Hmm. vu BTC se reprendre un petit peu sur les dernières heures et Ether galère un petit peu. Donc moi je surveille un petit peu tous ces ratios et tu sais que je regardais les totaux des altcoins et des altcoins vs BTC, etc. C'est toujours ultra catastrophique. Hein. C'est globalement, tu as une anomalie de marché qui est Ethereum, tu as Hmm. BTC qui tient extrêmement bien la route, tu as quelques outliers, donc quelques cryptos qui arrivent à s'en sortir et qui sortent du lot. Mais mis à part ça, j'ai pas tout surveillé. Et tu vois, je me suis dit, bah, juste si Ether il perf, je pense qu'il y a quand même beaucoup de coins qui ont dû ressembler à quelque chose, qui ont dû se reprendre. Et bah, pas nécessairement, en fait. Pas Pas nécessairement. Bah, en fait, nécessairement. c'est simple, hein, on a eu une poussée de BTC visiblement via les ETF et MicroStrategy aussi, d'une certaine façon, même si je sais même pas si on peut vraiment le compter. Tellement c'est devenu le quotidien sur BTC. Mais on a la même chose sur Ether en fait. On a toujours Bitmain qui envoie des grosses quichetas sans arrêt. Donc pour le moment, on est sous perfusion Bitmain et Sharplink Gaming depuis juin-juillet et ça arrête pas. Et visiblement, bah, ils ont encore de la marge pour injecter. Donc pour le moment, voilà, on a la petite dopamine Bitmain, mais quand ça va s'arrêter, bah, qu'est-ce que ça va donner? Parce que le retail, il est pas là visiblement. Non, bah, tu sais que je regardais c'est un truc que je regarde très, 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 très rarement depuis le début d'année. Mais je regardais mon nombre de followers et les followers que je prenais régulièrement sur Twitter. Et ça n'a rien à voir par rapport au début d'année qu'on a eu avec les Ah bah, élections, avec c'est un rythme de bear avec market. Trump, etc. Parce que, globalement, c'est pas que mon Twitter est mort, mais il y a très peu de nouvelles personnes qui arrivent, quoi. C'est genre, Il n'y a pas de nouveau. c'est Il n'y ça, en a tu pas. vois, Mm. je vais peut-être gagner 2 000 3 000 abonnés par mois, un truc comme ça. Alors que, genre, sur des phases de marché qui sont comparables sur les derniers cycles, j'en gagnais peut-être plutôt entre 10 et 30 000 par mois. Mm. Donc, bon, après, c'était des mois exceptionnels, ça n'a rien à voir, et je suppose qu'il y a déjà pas mal de gens qui me suivent, donc est-ce que c'est comparable? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a très peu de gens, en tout cas que je vois sur Twitter, me suivre ces derniers mois. Et je pense que sur YouTube, ça se sent aussi. Il y a un intérêt c'est ce que j'explique à chaque fois. Pour moi, tu as une base de gens qui s'intéressent aux crypto qui s'élargit progressivement. Ce qui fait que presque peu importe la saison, tu as un socle qui devient de plus en plus solide et de plus en plus large. Mais le nombre de personnes qui s'y intéressent de manière un peu plus saisonnière, selon les saisons et selon les périodes de marché, ça, pour le coup, en ce moment, on est à zéro, quoi. Il y a très très peu de gens Ouais, qui y a pas. s'intéressent, etc. Et alors que en soi, on a Kanye West qui a lancé une crypto, on a quand même des grosses news un peu partout, on a Ethereum qui a fait un ATH, etc. Mais ça reprend pas du tout, et on le voit aussi notamment sur Coin Academy et sur tout le reste. Donc je me demande si ça va arriver, quand ça arrivera aussi. Et après, moi, je compte plus du tout sur ça. Et je pense que ça fait clairement partie de ma thèse d'investissement en ayant la majorité sur un BTC et avec du hype à côté. Mais les altcoins, c'est très difficile à hold pour moi, ce cycle-là, à part sur des périodes très spécifiques de marché.
Pas de chance hein, sur cette co. Hein. Je vous rassure, ça sera bientôt un problème réglé de mon côté. Mais ouais, en ce moment, j'ai la co qui patine un petit peu. Mais oui, il n'y a pas de nouveaux entrants, on va dire, mais ça s'explique assez simplement. En fait, ce marché est beaucoup moins facile à appréhender d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens ont pas vu venir une telle poussée sur BTC. Moi, le premier d'ailleurs, hein, surexposé ETH, Sol et quasiment pas exposé BTC, j'ai été totalement sideline. Ensuite, Hyperliquid, c'est resté très niche. Alors toi, tu as fait une propagande extraordinaire, mais on va dire dans l'étendue du marché, c'est pas un play qui a touché tout le monde, Hyperliquid. Et quand tu vois des performances sur certains jetons, soit elles sont nulles, soit elles sont juste, il se passe rien, quoi. Donc en fait, les gens ne se prennent pas pour des génies, ils se la raclent pas auprès de leurs potes et ça fait pas venir les nouveaux entrants. Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'en reviens pas. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un BTC à 250K et des gens toujours en PLS, tu vois. J'en suis en point où, le en retail fait, achète pas de BTC. c'est ça. Alors qu'au final, c'est peut-être l'asset qui a le mieux, c'est un des assets qui a le mieux performé ce cycle-là dans les major caps. Donc non, je sais pas. Honnêtement, un peu compliqué. Mais moi, je compte plus du tout sur le retail et c'est pour ça que, vu que ça s'institutionnalise et qu'il y a des acteurs de plus en plus sérieux qui se positionnent, que je regarde de plus en plus les revenus. Ouais. Et je vais partager mon écran vite fait. Mais moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est que, genre là, on en arrive à un point où, genre, HL, genre, je refais la propagande HL, hein, qu'on soit clair, hein, les potes. Mais on a quand même le protocole qui génère le plus de cash après les stablecoins. Donc, en gros, factuellement, si tu devais spéculer, si tu avais, genre, dans les moyens que tu as pour spéculer sur les entreprises et protocoles qui ramènent le plus de cash, soit tu es dans Circle, mais globalement, tu payes un truc super cher, ou genre, oui, d'ailleurs, ils ont dilué les gens récemment, et enfin bref, ça n'a pas l'air un très bon proxy. Tether, tu n'as pas forcément de moyens. Après, il y a des gens qui essayent de spéculer sur Plasma, Stable, etc., pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Et puis derrière, tu as Hyperliquid qui utilise toutes ses fees pour buyback et qui est genre le troisième protocole ou entité qui fait le plus de frais, tu vois. Mais en fait, je fais une propagande et je continue à faire cette putain de propagande. Mais je trouve ça effrayant que tu aies une majorité de gens qui sont encore les altcoins, allez, XRP, Cardano, genre on a le protocole, on a un des protocoles qui ramène le plus d'argent en crypto, qui buyback son token, qui est en train de faire des dingueries. Et j'ai l'impression que tout le monde, en France, il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles, quoi. Ça, moi, je suis choqué, en fait, j'ai l'impression de me dire, mais qu'est-ce que les gens attendent, à quel moment, genre, il va y avoir un déblocage dans leur tête, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore eu la discussion de, oui, mais c'est pareil que FTX, oui, ça, quoi. Donc, il y a des gens qui sont pro-AV et qui s'intéressent pas à Hyperliquid, ou même, genre, c'est lunaire, parce qu'en fait, quand tu es dans une philosophie crypto, tu te dis que ce que tu as envie de voir, c'est un projet avec des tokenomics, genre, hyper fair, genre une supply très bien distribuée, avec des points centraux qui ne capturent pas toute la valeur, ou en tout cas une valeur qui est redistribuée, avec des métriques qui sont en hausse. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a un projet qui a ça, et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui dorment dessus. Donc, après tu sais, ça met toujours beaucoup de temps. Après, tu sais, c'est comme Solana cycle précédent, on a fait une propagande pendant... 1 an, 2 ans, pendant 1 an, 2 ans, on avait toujours des très convaincus et des gens qui nous disaient tu nous fais chier avec ton Solana, il y a Ethereum. Oui, mais Solana, le truc, c'est que, j'abuse peut-être un peu avec ce que je vais dire, mais la réussite, elle est un peu plus abstraite. Là, genre, tu as du revenu pur qui rentre dans le token, en fait. Ouais, mais les gens ne l'utilisent probablement pas Hyperliquid. Là où Ethereum et Solana, ils l'utilisaient pour la DeFi, tu vois. Ils l'utilisaient pour des trucs. Hyperliquid, ils ont probablement pas fait l'effort d'utiliser le produit. Ouais. Et après, pour ce qui est de Pump, Axiom et tout, c'est des trucs de... Axiom, il n'y avait pas de token, mais sinon, Pump, c'est pour du meme coin, et pour le moment, on est en dessous du prix ICO, et même s'ils rebalancent en buyback un peu des revenus, ça prend pas, donc on a l'impression... En fait, je pense que les gens se sentent un petit peu niqués, parce que, tu vois, TAO, en ce moment, ça perf pas, Sui Aptos, encore Sui, ça va, c'est vrai qu'on le couvre moins, mais c'est un peu en retrait, donc... Les gens se rassurent sur Ethereum. Moi, le premier, je t'avoue que Ethereum, c'est une de mes plus grandes lignes. Je suis hyper content que ça se reprenne parce que pour moi, ça fait sens. Mais c'est pas grâce au retail. C'est parce qu'on a Bitmain qui est en train d'en racheter des grosses quichetas. Pour le moment, on kiffe et on se pose quand même la question sur Ethereum. Bon, c'est bien, une fois qu'il aura ses 5% du supply d'Ether, s'il y arrive avec ses 25 milliards de dollars, il va en faire quoi de ces Ethers? Il va les vendre. Et s'il va les vendre, ça va donner quoi sur le prix d'Ether, tu vois? Ouais, après...
Moi, je vois Ether aller beaucoup plus haut aussi, mais il y a toujours le délire de la fragmentation des liquidités, des layers 2, il y a plein de problèmes qui restent existants. Genre, en mode, ils n'ont pas disparu parce que le prix a pump, quoi. Ah, tout à fait. Et après, quand je regarde dans les... Enfin, globalement, la thèse que je vous dis, c'est le retail ne rentre pas, donc on s'adapte, donc on regarde ce qui génère du revenu et ce qui est le plus à même de parler à genre de l'instit, en fait. Et dans ce que je vois, bon, bah, Circle, je surveille l'action, mais j'en ai pas encore acheté. Bon, HL, vous connaissez. Tron, bon, bah, genre, tu dois avoir 70 ou 80% des tokens qui doivent être détenus par Justin Sun. C'est un peu effrayant, ouais, et c'est... Enfin, moi, j'ai du mal. Pump, bon, ok. Pourquoi Pump, pas. ça fait tiep, hein. Axiom, ils n'ont pas de token. Jupiter, ils ont un token. Ok, pourquoi pas, je m'y intéresse. Etherfi, ils ont un token, mais j'ai du mal à voir genre l'upside sur un truc comme ça. Pareil. EdgeX, je connais pas, mais je suppose que... C'est un concurrent d'Hyperliquid, je crois. Ouais. Mais c'est bizarre de le voir aussi haut, alors qu'il y a d'autres trucs qui marchent très bien aussi. Aerodrome, moi, je vais surveiller, parce que c'est Base, c'est la narrative Ethereum, et c'est genre des trucs les plus utilisés sur Base. Sky, moi, ça me parle aussi. Phantom, pas de token. AAV, ultra intéressant, ils ont un token. Ethereum, on s'entend. Lido, c'est en train de bouger. Uniswap, c'est aussi en train de bouger. Donc en fait, dans le top 16, il y a très peu de choses qui sont intéressantes à mes yeux. Tu as HL, tu as peut-être Jupiter, Aerodrome, Sky, AAV. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est fou, c'est Pancake. Alors tu vois, Pancake, qu'on a vu à un moment donné qui faisait des revenus complètement aberrants, le prix du Pancake n'évolue pas. Ça, je ne comprends pas ce qui se passe sur Pancake, tu vois. Alors j'y ai pas mis les pieds parce que je connais un peu trop l'histoire de Pancake, ce qui fait que j'ai pas du tout envie d'y mettre les pieds. Mais tu vois, si j'avais suivi un peu la thèse bête et méchant des revenus, Pancake, j'aurais dû en acheter. Et en vrai, le produit, enfin le prix n'évolue pas. Pourquoi je ne t'entends plus d'un coup? Ah, tu t'es mute? Alors, je t'ai mute. Parle? Ouais, je sais pas pourquoi t'étais mute, bon bref. Ouais, je sais pas. Bon. Apparemment, genre mon micro, il s'est débranché avec mes écouteurs. J'ai rien touché, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça Pas de soucis, t'inquiète. Mais bref, tout ça pour dire que globalement, des projets qui sont très intéressants et qui ont du revenu, il y en a peu, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai le plus. En vrai, moi, le truc sur lequel je suis pas assez placé et qui me fait chier, genre, c'est AAV. Hein. Parce que AAV, moi, je me dis, genre, toute la TradFi, les tokenized stocks, les tokenized indexes, genre l'arrivée de World Liberty Finance, tous ces trucs-là, pour moi, c'est des choses qui vont profiter à comment dire, à AAV. Et même, par exemple, il y a une des grosses narratives qui est Pendle en ce moment, qui on gagne énormément de traction. Et pour moi, Pendle, c'est pareil. Pendle, c'est genre, Pendle, ça va gros, mais plus Pendle gros, plus il y a de gens qui vont vouloir utiliser leur PT, leur YT sur AAV et des money markets. Donc, dans les choses qui sont, enfin, dans les protocoles qui sont le plus en position de force, pour moi, il y a HL, AAV, enfin, qui ont des tokens, hein. HL, AAV, et après les Lido, Uniswap et tout, genre c'est un peu des dinosaures qui vont mettre un fee switch, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Puis le reste c'est petit, quoi. Bah, après le reste c'est plus saisonnier, j'ai envie de dire. D'ailleurs c'est ouf, hein, mais Solana en ce moment, je suis étonné qu'il perfe pas plus. Alors ça va pas tant me déranger, j'en ai quasiment plus. J'ai préféré jouer la sécurité sur Ether. En fait, c'est con, mais tu vois, Ether, t'as potentiellement moins d'upside, mais d'un autre côté, je le vois pas redescendre violemment avec des Bitmain et compagnie qui envoient des milliards toutes les semaines. Solana, on nous a annoncé là apparemment une levée d'1 milliard pour faire une trésorerie. Le prix n'a pas bougé. Tout le monde s'en branle. C'est un truc de malade. Perte de vitesse totale sur... T'es encore... Attends, je te démute. Je sais pas ce qui se passe avec ton micro. En fait, il y a mes écouteurs qui se débranchent, rebranchent, et ça me mute par défaut, je sais pas. Et ça te mute, ouais. Je vois un petit logo mute, je te démute. De toute façon, t'inquiète. Mais ouais, Solana un peu décevant, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, bah, si ça permet de se placer plus tard, quand tout le monde ne voudra plus en entendre parler, moi ça me va. Il est un peu décevant, ouais. Pourquoi AAV ne se lance pas sur HyperEVM? Bah, ça, c'est une très bonne question. Moi, des infos que j'ai, apparemment, c'est juste qu'ils sont super lents. Et je pense aussi que genre HyperEVM, c'est récent. Peut-être qu'ils ont peur de la performance de la chaîne. Moi, de ce que j'ai compris, Mark Zeller, il a l'air pas mal occupé en ce moment et je le comprends. Mais pour moi, moi, ma perspective actuelle sur l'HyperEVM, c'est que genre les rates sont genre trop élevés et ça rend presque les money markets comme Hyperlane et Felix inutilisables. Parce qu'en fait, et en plus de ça, il manque l'USDC aussi sur l'HyperEVM, mais ça va arriver très très bientôt. Donc pour moi, en fait, l'HyperEVM, à partir du moment où on aura un AAV et on aura un USDC natif, je pense que ça va devenir une des plus grosses chaînes.
Je vois Ouais, tu pas penses? pourquoi ça serait pas Ok. le cas. Ouais, bah, enfin, Ok. en gros, tu as genre une chaîne qui est connectée à un Binance-like via les pre-compiles qui vont taper dans l'order book. Et Morpho et AV, genre c'est ultra scalable et tout. Il y a Morpho en fait qui est déjà sur HyperEVM d'une certaine manière via Felix et Hyperbit, qui ont globalement payé des licences pour pouvoir exploiter la tech de Morpho. Mais voilà, pour moi, en fait, il manque vraiment un stablecoin très répandu et natif, ce qui va, je pense, aussi changer un peu l'état d'esprit des gens, parce qu'en fait, les gens actuellement, ils se disent, globalement, je dépose de l'USDC dans un multisig qui me permet de bridger, et puis voilà quoi. Mais si tu as un USDC natif sur Hypercore, donc sur le Layer 1 de HL plus le VM, ça donne beaucoup plus de garanties et de sécurité, je pense, aux users, parce qu'en fait, ils disent que peu importe ce qui arrive, ils pourront toujours envoyer de l'USDC de HL à deux chaînes, en fait. Là où, en gros, actuellement, les gens sont toujours peur avec cette sorte de multisig pour le bridge. Donc, mais ouais. Mais moi, dans les projets qui m'intéressent le plus, je dirais en ce moment, HL, Pendle, AAV. Je suis très curieux aussi de voir ce que va faire Hondo. Je pense que leur annonce est passée un peu on va en parler. Inaperçu, mais Pendle ont l'air de vouloir se bouger. Donc après, bon, Pendle, ça fait longtemps, on dort. Hein. J'ai même fait une interview il y a 1 an, il parlait déjà des global markets. J'ai hâte de voir ça live. J'espère que ça le sera aussi, parce que là, ça commence à être long. Mais ouais. Je pense de toute façon qu'à la rentrée, il va se passer plein de trucs. Déjà là, le fait d'avoir Plasma et WLFI qui veulent se dépêcher de sortir leur token, ça va envoyer un petit peu de jus. Plasma, alors tu vois, je vais faire la propagande HL alors que ça n'a même pas profité. Tu vois, Plasma, j'avais un plan. Je me suis dit, bon, j'ai pas fait la public sale. En pré-market, il était autour des 30 ou 35 centimes. Ça fait entre 3 et 3,5 milliards de FDV. Je me disais, ok, je sentais pas de rentrer sur Wise Market. J'aurais plutôt été chaud de regarder ce que ça donne au listing, tu vois, et potentiellement, si au listing, ça dump un peu bas et que les gens se disent, ouais, en fait, c'est de la merde et tout, j'aurais pris une louche. Et au final, tu vois, Hyperliquid l'a listé sur les, comment ils appellent ça, les pré-lunch, voilà, pas pré-market, mais pré-lunch. Et direct, le prix, il est parti. On est même monté à 60 centimes. Et ça, je l'ai pas senti venir. Ça, je m'y suis absolument pas attendu. Et en fait, tant pis pour moi, c'est pas grave, mais ce que j'en retiens, c'est que s'il y a un token à surveiller, un token qui va faire du bruit, Hyperliquid va le lister. Ça a été le cas avec les meme coins, ça a été le cas avec Pump, là c'est le cas avec WLFI et Plasma, et t'as pas 15 000 pré-marchés, t'en as 2, c'est WLFI et Plasma, et c'est les 2 seuls projets que j'ai envie de passer plus de temps à essayer de comprendre si je me place ou je me place pas, et pour vous en parler aussi, tu vois. Alors, petit conseil pour les gens qui veulent se placer sur les pré-market de HL. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, un pré-market, c'est un produit dérivé sans vraiment oracle, en fait. L'oracle, c'est genre le prix du pré-market en lui-même, plus ou moins. Et du coup, le problème de ça, c'est que, en fait, vu qu'il n'y a pas de prix sous-jacent, parce que l'active spot n'existe pas encore, en fait, le prix peut partir dans tous les sens et être liquidé. Donc, en gros, moi, ma reco, entre guillemets, c'est de pas utiliser de levier, genre sur les pré-markets, du style levier 1. Parce qu'en plus de ça, tu es en isolé, donc c'est compliqué. Et d'y aller très doucement. En fait, d'y aller comme si tu allais acheter en spot, mais avec plein d'ordres étalés, avec d'y aller vraiment, vraiment doucement. Et puis, si jamais tu te fais fil, si jamais il y a une petite mèche ou un truc comme ça qui te permet de te faire fil, tu vois, pourquoi pas. Mais juste, je tiens à juste noter que il y a un vrai risque de liquidation parce que le marché il peut être entre grands guillemets manipulé en pré-market beaucoup plus que dans des conditions entre guillemets réelles où le spot existe quoi. Donc shorter ça se fait etc. Mais c'est juste que en fait à partir du moment où tu es en levier x3 il te faut 33% ou même moins que ça pour te liquider. Vu que tu es en isolé, tu peux pas utiliser de la marge sur le côté pour taper dedans. Et du coup, tu dois faire extrêmement attention. En plus de ça, c'est pas ultra, c'est relativement liquide, mais faut faire attention quoi. Donc voilà, c'est ça ma reco. Et après, voilà, si vous en voulez absolument, mais que les prix vous conviennent pas, vous pouvez très bien mettre plein d'ordres. Vous avez l'outil Scale qui vous permet par exemple de placer jusqu'à 100 ordres entre 2 prix, donc dans une fourchette de prix. En levier 1 par exemple, et ensuite tu espères te faire fil et puis tu peux avoir de bonnes surprises. Notamment, en fait, les 2 moments où ça bouge le plus, c'est le moment où le pré-market est lancé, donc le moment où c'est listé, et le moment où le spot est lancé. Donc le moment où le XPL par exemple ou le WLFI sera tradable en spot, j'en sais rien, sur Binance, sur HL et d'autres endroits. C'est ces 2 moments-là où il y a le plus de volatilité, donc ces 2 moments-là où tu as le plus de chances d'obtenir des sortes d'anomalies de prix où en gros ça mèche un peu dans tous les sens et tu peux au final en tirer avantage quoi. Très bon conseil, tu vois.
Très très bon conseil. Bah, c'est littéralement ce qui s'est passé sur XPL. Hein. Si tu veux montrer, mets l'interface Hyperliquid XPL, où je la mets moi. Et on va voir que le lancement du token, je vois ton écran, mais je le vois sur DeFi Llama revenu. Tu m'entends toujours ou pas là? Et je t'entends toujours, bien sûr. Ouais, je vais te montrer ça, donne-moi un instant. Voilà, parfait. J'enlève le QR code juste. Voilà, que vous voyez bien tout. Donc, vous voyez, quand vous êtes sur l'interface Hyperliquid, vous avez l'onglet Pre-Launch et vous avez du coup les deux paires. Et on peut voir que le token XPL, voilà, il s'est listé. Ça a été violent. Entre le prix pré-market de 36 centimes et le top local, on est passé entre 0,36 et 0,50. Et quelques. Après, on est redescendu à 40 centimes et après, il est parti. Et là, il stagne autour des 55 centimes. Donc, ça vous fait 5,5 milliards de FDV. Et 5,5 milliards de FDV sur un bêta play Tether avec 1 milliard d'USDT au lancement, probablement beaucoup plus très rapidement. Des gens qui se l'arrachent parce que ils n'ont pas pu in avec suffisamment de size au lancement et tout. Je me dis qu'il peut se passer des choses dessus, tu vois. Je regrette de ne pas être rentré autour des 40 centimes. Et à ce prix-là, je sais pas trop. Typiquement, tu vois, moi, ce que je ferais, c'est que genre, je mettrais, si je voulais absolument du XPL et que je voulais tirer avantage, voilà, des pré-markets, je mettrais plein d'ordres dans cette box violette avec aucun levier, donc en x1, et plein de petits ordres. Et je laisserai tourner. Il y aurait probablement de grandes chances que je me fasse jamais fill. Mais si je me fais fill, à mon sens, c'est probablement genre des prix sur lesquels tu as une chance de faire de l'argent, quoi, par rapport aux autres, quoi. Et du coup, il y a ça, mais du coup, il y avait aussi pareil WLFI, mais WLFI, l'opportunité était beaucoup plus grosse. J'en parlais parce qu'en fait, ici, ça a été listé, genre ça faisait 41 milliards ou 44 milliards de. C'est des conneries, il y a 100 milliards de jetons, donc en réalité, ça fait 4 milliards de FDV. Bah non, ça fait 44 milliards. Si tu as 100 milliards de jetons. 100 milliards de jetons x 0,4, ça fait 40 milliards. 100%. Ah oui, pardon, t'as raison. Je sais pas comment j'ai fait le calcul dans ma tête. Ouais, t'as raison. Donc on est encore à 21 milliards de FDV, donc c'est du grand n'importe quoi. AAV à quoi et à 6 5,8 quelque chose comme quand ça. j'ai regardé, ouais. Un truc comme ça. Donc juste que vous ayez le contexte, ouais, du coup, t'as raison. Non, mais c'est violent. Là, on a un projet qui a rien prouvé, qui a un token de gouvernance sans utilité apparente. On nous dit qu'il y aura des réductions de frais, des trucs comme ça. Donc, c'est un jeton de gouvernance qui n'a rien prouvé à 21 milliards de FDV en pré-marché. Après, en fait, le truc, c'est que globalement, c'est un fork de AAV et en plus de ça, ils veulent faire leur stablecoin, c'est ça? Bah, disons, pour le moment, ils ont une instance AAV V3 où ils déposent des trucs, mais il n'y a aucun produit de lancé. Le Gold Paper, c'est du PQ parce qu'on te dit... alors, la répartition des jetons, c'est 30% par-ci, 25% par-là, mais c'est écrit astérisque, ça peut changer. Et après, quand tu commences... Et quand tu commences à creuser un peu le sujet, tu te rends compte que Justin Sun, il est entre 2 et 5%, que Trump et les copains, ils ont au moins 30% du supply. Là, ils ont fait passer un vote il y a 2 ou 3 jours où les gens qui ont pu acheter, ils peuvent claim 20% de ce qu'ils peuvent acheter. Mais les 80% qui restent, ils en ont aucune putain d'idée parce que ce sera un vote de gouvernance qui décidera comment seront débloqués les jetons qu'ils ont achetés. Et donc, en fait, je te dis, parce que là, j'ai bossé sur l'analyse Sonda et je vais vous faire une vidéo dessus. Tu n'as aucune transparence sur à quoi va vraiment servir ce jeton, qui en a et dans quelle proportion et comment ça va être débloqué. En fait, la sensation que ça donne, c'est que ça crée genre une énorme asymétrie d'informations entre genre les gens qui sont dans le projet et les copains et le public, et que eux ils veulent tirer avantage de cette asymétrie d'informations en fait. Parce que autant tu as un marché qui est tradable et genre tout le monde a accès aux mêmes informations, où genre la plupart des informations sont disponibles au public. Mais là, tu as vraiment la sensation que, en fait, il y a des gens qui savent beaucoup plus ce qui va se passer que le public, en fait. Clairement, et puis les votes de gouvernance, quand on te dit il y a des votes de gouvernance et qu'en fait, si la gouvernance, elle est faite par rapport au supply de jetons, et que la supply de jetons, c'est Trump Family, Justin Sun, un peu d'AAV et les copains, en fait, il n'y a pas de gouvernance. Il y a quelqu'un qui dit « Welcome to TradFi ». Après, en vrai, en TradFi, tu as des meetings trimestriels avec les gens qui dirigent la société, tu as les actionnaires qui ont l'occasion de poser des questions, tu as quand même le détail de toutes les dépenses, de tout ce qui se passe. Genre quand Meta, tu sais qu'ils poussent en IA, et genre tu sais exactement dans quelle direction ils vont plus ou moins du côté IA, tu sais exactement combien ils investissent, enfin genre tout est clair quoi. Donc, j'irais pas dire welcome to TradFi, j'irais dire welcome to crime, quoi. Ah bah, c'est welcome to crime complet. Mais en plus, alors, c'est puissant parce que là, ce prix ça a listé à 40 milliards de FDV, là, c'est à 20. Qui définit ce prix? Parce que Hyperliquid, ils sont allés piocher l'information sur des pré-marchés, j'imagine, chez des Binance et compagnie, non?
Non, mais le pré-marché, c'est le pré-marché. C'est genre n'importe qui peut trader. C'est le cumul des acteurs du marché qui définissent le prix, tu vois. Vu qu'il n'y a pas de, vu qu'il y a pas d'oracle, vu que l'asset spot n'existe pas, tu dépends des acteurs et des gens qui spéculent pour déterminer ce prix-là, en fait. Le prix qui est tradé, c'est le prix sur lequel tout le monde s'accorde. Mais c'est... Comment dire? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'avant Hyperliquid, il y a eu des exchanges, non, qui l'ont prélisté. Non. Il y a eu Binance qui ont annoncé qu'ils allaient le prélister et HL les ont front-run, en gros. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je crois que Binance, ils ont dit on va le lister dans 1 heure et HL, ils l'ont dit de lister quelques dizaines de minutes après ou un truc comme ça. Enfin, j'ai vu passer. Mais en tout cas, voilà, là, vous voyez le prix à 20 centimes. La public sale en était entre 0,015, donc moins de 2 centimes, et 5 centimes. Donc, tu as des gens qui sont déjà entre x15 et x4. Et notamment, Justin Sun, lui, il a mis 75 millions de dollars de sa poche. Donc, on estime qu'il est entre 2 et 5% du supply. Donc, déjà, rien que lui, il est entre x4 et x15. Donc, il a probablement print 1 milliard déjà, tu vois. Après, est-ce qu'il pourra accéder à ces jetons au début, tous ces trucs-là, on n'en sait rien, tu vois. Mais oui, évidemment. Ah oui, je sais bien. Évidemment, le PNL latent, il est énorme s'ils ont 40 milliards de FDV. C'est plus le cas maintenant, mais en vrai, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, je sais pas si tu veux peut-être détailler un petit peu de toi ce que tu as appris du projet. Comme ça, au moins, on fait un petit bilan dessus. Mais moi, j'ai extrêmement du mal à spéculer dessus, dans le sens où il y a tellement d'incertitudes et je connais tellement mal le projet que c'est... Ah bah alors, c'est pas la miniature finale, c'est que je voulais que ce soit prêt pour cette émission, mais je vais faire un partage d'écran. Donc, c'est dispo sur le site de Coin Academy. J'ai commandé la mini, hein, donc t'inquiète pas, histoire d'avoir quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai appris du projet? Bah, en fait, on est sur un... Pour moi, après, voilà, je dis que l'eau ça mouille, mais là, on est vraiment sur du fake it until you make it et de la crime season pure et dure. Et on est sur un... En gros, t'as le jeton WLFI qui est un jeton de gouvernance, mais on sait même pas ce qu'il y aura à gouverner à part des trucs DeFi un peu bidons. T'as un stablecoin USD1 avec une capitalisation qui est énorme, hein, qui est de 2,5 milliards de dollars quasiment, dont 2 milliards où c'est les copains d'Abu Dhabi qui ont fait un deal avec Binance. Donc en fait, on va dire en naturel, t'as un demi-milliard, ce qui est pas dégueulasse. Hein. Mais en gros, ils se sont dit, bon, bah, comment on prend de l'espace sur ce marché? Bah, on va essayer de faire en sorte que tout le monde rentre dans la boucle. Donc souviens-toi, on avait eu déjà des bruits de couloir comme quoi, quand il y avait eu la cérémonie pro-crypto de Trump à son investiture, ils avaient proposé à des politiques et compagnie de rentrer dans le projet et tout. Donc je pense qu'ils ont mis tous les copains. Ils les ont mis plus ou moins bien avec des prix ultra juteux. Le stablecoin, ça va être vraiment le stablecoin au cœur de l'écosystème. Il est déjà sur Binance. Il est déjà sur Coinbase. Donc je pense juste que tout le monde joue le jeu pour être dans les petits papiers de Trump, tu vois. Donc en fait, ils font leur braquage, ils arrivent sur le marché avec, pour moi, rien de concret. Je dis pas qu'il y aura pas du concret, je dis juste que ce serait n'importe quel projet. Tu lis le gold paper. Du site, c'est effrayant. Non, le site, c'est... Attends, c'est à cause de moi. Ok. Si je fais... Non, c'est que normalement j'ai un petit... Voilà. Ah, ok. C'est un truc à la con. Bon, bref. Tu vois, donc, ils te mettent en avant le stablecoin, classique, backé par des dollars américains, des money market funds, machin, multi-chain. Bon, bref, c'est un stablecoin classico, tu vois. Le produit Lenboro, il est pas là. Le produit WLFI App, il est pas là. Donc, j'ai vu qu'il y a un gars qui a écrit WFI Wallet dans son pseudo Twitter. Donc, on imagine qu'ils vont faire une petite app mobile avec des interactions DeFi. Ce que tu retrouves, en fait, chez pas mal d'exchanges centralisés, quoi. Classico, où ils vont prendre des commissions un peu à gauche, à droite. Après, quand tu descends, on te parle de cross-border paiement. Ok, très bien. En gros, ils réinventent pas la roue, quoi. Ils font ce qui marche. Mais juste, bah, c'est brandé Trump, quoi. Et quand tu vas dans About, regarde la team, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 co-founders déjà. Puis un CTO, un head of growth, une nana du compliance. Où en fait, bah, c'est que des gens influents dans l'immobilier ou dans l'investissement ou via Trump, etc. On te parle de liberté financière, de paiement transfrontalier, mais moi je pense que c'est juste une vitrine pour valoriser un petit peu. Ils vont faire quelques trucs à gauche et à droite, histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose. Mais en fait, ce que tu achètes, c'est juste l'altcoin de Trump, quoi. Je m'attends pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit d'intéressant dessus. Encore une fois, je peux me tromper, hein, mais je pense juste que là, c'est comme le meme coin, c'est histoire d'être là, de dire à tout le monde, vas-y, si tu veux faire du biz avec Trump, tu mets des billes dans son projet, comme ça, t'es in, et moi, je te mets bien d'une autre façon, tu vois. C'est la crime season. Donc en gros, c'est AAV avec... en gros, c'est AAV, c'est un fork d'AAV avec un stablecoin.
avec Mais le président américain pour derrière. moi, Il y a rien de ce d'autre? que j'en lis, j'aime pas trop appeler ça une fork d'AAV. Il y aura une instance AAV où tu pourras faire des trucs, quoi. Mais c'est tout. Tu vois, pour moi, ils vont même pas faire un protocole. Ils vont juste se servir un tout petit peu de ce que AAV leur offre. En échange, AAV, ils prennent leurs 7% du supply, visiblement, donc ils se mettent trop bien. Pour moi, il y a R, en fait. Pour moi, en fait, c'est un proxy pour pour être dans du conflit d'intérêts entre secteur privé et secteur public constant, avec plein d'acteurs du marché. Avec du CZ, avec peut-être Coinbase, où il leur a dit, bon bah voilà, lisse mes merdes et tout, et moi je te mets bien. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est le pot de vin sous forme d'altcoin. Ok. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends toujours. Et il y a d'autres trucs spécifiques? Franchement, non. Moi, tout ce que je constate, c'est que... Confirme-moi que tu m'entends. Ouais, c'est toi qui es muté. Attends, je te démute parce que ça me stresse. Ouais, tu m'entends? Allô? Ouais. Donc après, regarde, ce que je te disais, c'est que la doc, elle dit 35% de tokens vendus, 35 milliards de tokens. Mais entre ceux de la public sale et puis les copains pendant des investitures, des trucs comme ça, on sait pas qui a quoi, tu vois. Donc c'est... Ensuite, croissance et incitation, là, c'est pareil, en fait. C'est comme d'hab, on te dit communautaire, mais pour moi, les fameux 7% d'AAV, ils sont là-dedans. Et puis je pense qu'ils vont faire copain-copain avec... la légende. Ensuite, tu as 30% d'allocation au soutien familial. Donc, en fait, allocation au soutien, c'est quoi? C'est ici, DT Market, c'est la famille Trump. Axiom, c'est des cofondateurs dans l'onglet team que je t'ai montré juste avant. C'est des gars là-dedans, je crois que c'est Chase et Zach. Donc, c'est que la famille. Équipe et conseiller, pareil, c'est que la famille. Donc, en fait, c'est juste, on se partage le supply entre copains. Et la cerise sur le gâteau, tu vois, tu as une entreprise qui s'appelle Alpha Sigma, qui a levé 1,5 milliard de dollars sous forme d'action pour acheter du jeton. J'ai perdu Xou, je vais le récupérer. Ouais, ça t'a changé le micro si jamais, frérot. Je sais pas ce qui se passe avec mon putain de micro. C'est pas grave, t'inquiète. Je disais, du coup, Alpha Sigma qui a enlevé 1,5 milliard de dollars pour acheter, du coup, du WLFI. Et tu te rends compte que t'as un des fils Trump qui rentre au conseil d'administration. Donc, en fait... J'accuse un peu, hein, mais pour moi, c'est juste, ils ont mis tous ces co-founders là pour dire il n'y a pas que la famille Trump, mais en gros, ils ont dû leur dire tiens, je te file des cacahuètes, et juste sur une partie du supply, on dit que c'est pas trop à Trump, mais c'est aussi une partie pour Axiom, une partie pour machin, mais en fait, ça va revenir indirectement à Trump. Et je pense juste que Trump, ils vont se garder un max de supply pour eux, et qu'en plus de ça, s'ils ont des associés, etc., ça donne un semblant de décentralisation pour les votes de gouvernance, mais en fait, toute la gouvernance, ça va être la famille Trump qui va la clé, tu vois. Et donc, s'ils arrivent à... maintenir le truc à ne serait-ce que 5 ou 10 milliards de FDV, quand tu as 50% du supply, ça fait encore rentrer 5 milliards dans les caisses de la famille, quoi. Est-ce que c'est pas la définition du crime organisé? C'est du crime organisé. C'est du crime organisé, mais là où c'est beau gosse, là où c'est 5D Chess et tu leur dis juste bravo, c'est qu'en fait, ils disent à tout le monde, vous allez accepter le crime parce que vous allez faire du volume sur vos exchanges de cons, les Binance, Coinbase et compagnie. Et en plus de ça, vous avez envie de me manger dans la main parce que vous avez envie que je vous ouvre les vannes pour la réglementation. Des États-Unis. C'est ça, c'est résumé gros. Donc je te dis pas que j'ai tout poncé, hein. J'ai lu la doc, j'ai posé des questions sur internet, j'ai fait mes recherches, j'ai mis plein de sources d'ailleurs. Voilà, c'est bien parce que ça fait quand même une petite vitrine à l'écosystème. Ceux qui sont rentrés à la public sale, ils se mettent trop bien. D'un côté, c'est vrai, hein, il y a des gens, ne serait-ce que dans le chat, qui ont pu l'acheter à moins de 2 centimes ou même 5 centimes le jeton et qui peuvent décaisser et se rembourser déjà en septembre, c'est cool pour eux. Mais tous ceux qui vont rentrer à partir de maintenant, je leur souhaite bonne chance. Personnellement, voilà. Autre gros braquage aussi, si la AVDAO elle a 7% du supply pour eux, ça fait 7% de 20 milliards de FDV. Ils se prennent déjà 2 milliards ou 2,5 milliards en jetons. Donc eux aussi, ils ont fait le braquage du siècle. GAE, tu vois. Surtout que, comme l'a expliqué Stani, il y en a un qui dit si je suis holder d'AAV, je profite des revenus générés parce que, oui, AAV, ils prennent 7% du supply, mais ils se prennent aussi 20% des revenus générés par l'implémentation, puisque comme je t'ai dit, tu as une instance à AVV3 qui va être lancée, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote de gouvernance, l'instance elle est validée, mais elle n'est pas encore déployée. Donc quand ils vont la déployer, c'est un peu comme s'ils avaient leur propre marché hébergé sur AAV, tu vois. Et 20% de ces revenus vont revenir dans la DAO, et du coup, les gens qui stake de l'AAV vont pouvoir obtenir de nouveaux AAV en guise de récompense. Donc ça profite quand même aux holders de AAV. Es-tu toujours avec moi CryptoPix. Tu m'entends là, non? Ouais, je t'entends. Ouais, là, je vais juste redémarrer le Mac, parce que là, je sais pas ce qui se passe. Pas de souci, le ref. Je vais continuer de meubler. Du coup, dans le chat, on me dit les 7% du supply, c'est pour faire du liquidity mining de l'USD1 sur AAV. Ok, ça, je savais pas. Le projet sorti avant l'élection de novembre, fallait croire en la victoire de
c'est sûr. En tout cas, voilà. Si c'était pas un projet brandé Trump, alors on lui donnerait pas l'heure, pour se le dire. Mais comme c'est brandé Trump, bon bah du coup, forcément, ça se valorise un truc de malade. Alors est-ce que ça va tenir au niveau du prix? Je sais pas. Hein. Je me permettrai pas de le shorter. Faut avoir des couilles pour shorter ça. Et en attendant que Léo arrive, donc voilà, si vous allez sur le site de Coin Academy, on vous a sorti des analyses. Hein. On vous a sorti en analyse, du coup, récemment, Plasma, que j'ai couvert en vidéo sur la chaîne de Coin Academy. Vous avez kiffé la vidéo, ça me fait trop plaisir. On a sorti aujourd'hui une analyse de Arc, donc le Layer 1 de Circle. On a sorti une analyse de Stable, qui est un concurrent de Plasma. C'est aussi un Layer 1 sponsorisé par Tether. Et l'analyse de World Liberty Finance. Donc vous pouvez retrouver ça dans toutes nos analyses fondamentales, ou ici dans Crypto, analyse de crypto-monnaie directement. Vous avez toutes les analyses sur le site. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas tout qui est listé ici? Il faudra que je les paramètres sur le site. J'en profite également. Tout à l'heure, Ledger a annoncé une réduction définitive de leur Ledger Nano S+. On vous parle beaucoup de Ledger en ce moment, tout simplement parce que c'est des produits qu'on utilise et qu'on bosse pas mal avec eux. Alors là, le prix n'est pas affiché en euros, il est affiché en dirhams, mais en gros, il passe de 79 € à 50 €. Donc si jamais vous hésitiez encore de vous prendre un Ledger, n'hésitez pas parce qu'on a une belle réduction. Et malgré le fait qu'il y a la réduction, il y a toujours le cashback de 10 $. Donc en vrai, le Ledger, il vous revient à 40 balles. Donc hyper intéressant. On compte parler de On2, oui, absolument. Ouais. T'es là, Léo? Je te laisse changer de mic. En fait, j'ai changé de micro, mais le micro, il n'arrête pas de se déco-reco. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est pas grave, ça suffira pour l'émission. Tu veux commencer par la thé ou tu veux commencer par l'actu, du coup? Frérot, depuis que t'as parlé, il s'est déjà reco-déco. Enfin, c'est un enfer. Bon, je vais enchaîner sur l'actualité. Comme ça, au moins, ça te laisse le temps de regarder de ton côté. N'hésite pas à me couper, bien sûr, dans mon élan si tu veux interagir dans l'émission, mais comme ça, on maintient le format. En fait, je sais pas comment on fixe le problème, là. Honnêtement. À part rester sur ce micro, là, je t'entends bien, là. Qu'il est nul. Non, il est bien là. Reste sur ça. Ah ouais, ok. Ouais, reste sur ça. Tu le régleras. Maman, t'inquiète. Bah écoute, j'attaque par l'actu. Actualité de la semaine, c'est parti. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Petite nouveauté, ils ont sorti leur DeFi Wallet sur iOS et Android. C'est pas sorti encore sur PC. Je sais pas s'il sortira un produit sur PC, probablement, mais plus tard. Donc, le principe du Bitpanda DeFi Wallet, c'est quoi? C'est de vous proposer un wallet qui est plus accessible, que vous pouvez utiliser comme d'habitude, comme n'importe quel wallet, ou vous pouvez lier directement à votre compte Bitpanda, ce qui facilite largement la récupération. Donc, vous tapez sur iOS ou Android Bitpanda DeFi Wallet, ou vous allez directement sur le site de Bitpanda pour le télécharger. Et donc, pour le moment, c'est le début. Vous avez surtout la possibilité d'envoyer, recevoir, swapper et la possibilité d'obtenir des rendements en DeFi. Ils sont branchés à Morpho principalement. Donc, vous pouvez avoir du rendement en USDC, du rendement en USDT, etc. Donc, si jamais vous faites partie encore de ceux qui font un petit peu de crypto-monnaie, mais qui ne sont pas encore dans les délires d'avoir un wallet, de faire des actions on-chain, etc., ça peut être une bonne porte d'entrée pour démarrer et comprendre cet écosystème. Et plus tard, ils vont lancer d'autres solutions également. Mais pour le moment, on reste sur le classique swap, envoyer, recevoir et générer du rendement. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder tout ça. Vous avez le lien de l'hebdo dans la description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Voilà. Et j'enchaîne. Donc, qu'est-ce qui a fait du bruit et qui a été aussi un peu un moteur de l'envolée de l'Ethereum cette semaine? Eh ben, c'est le directeur de la Banque fédérale américaine qui a laissé sous-entendre que la baisse des taux pourrait arriver pour septembre, cette fameuse baisse des taux qu'on attend depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça veut dire que l'inflation commence à être sous contrôle, du point de vue de la Fed en tout cas, et que on va pouvoir commencer à proposer des taux d'emprunt un petit peu plus impétissants pour faire de l'immobilier, pour financer des entreprises, etc. Et ça pousse aussi les gens à prendre des risques. Et donc à s'exposer à des actifs, on va dire risk-on, c'est-à-dire des actions ou des crypto-monnaies. Donc dès que l'information est passée, le marché a pricé directement l'information, il a kiffé. En tout cas sur Ethereum, il a kiffé, puisque Ethereum, on a pris un petit 5% cette semaine. Bon là, il a bien fondu depuis le top 1 d'ailleurs. Hein. On a fait la petite poussée, mais on a eu le ravalement de la poussée. Surtout que c'est pas du sûr. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une baisse des taux en septembre, mais il peut y avoir un petit rétropédalage au dernier moment. Et qu'on se le dise, si rétropédale au dernier moment et qu'il n'y a pas de baisse des taux, je pense que le marché ne va pas kiffer du tout. Donc il va falloir être très attentif vis-à-vis de ça. Et bon, pour le moment, l'information la plus probable, c'est qu'il y ait une baisse des taux, mais qui soit très très petite, genre 0,25%, et qu'il y ait des baisses des taux progressives qui vont se passer dans les mois à venir, ce qui enverra un message progressivement positif au marché. Voilà. Ensuite, comme le disait plus tôt en début d'émission Léo, il y a effectivement des grosses baleines de Bitcoin qui vendent du BTC pour de l'Ether
Alors, ils vendent pas tous leurs bitcoins pour acheter que de l'Ether, mais ils commencent à décaisser des bitcoins qu'ils ont depuis très longtemps. Là, en l'occurrence, cette baleine, c'est des bitcoins qu'elle avait acquises en 2018. Voilà. Et donc, le wallet a dormi pendant 7 ans. Et là, ça commence à vendre des BTC pour acheter de l'Ether. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que cette action, il l'a faite directement sur Hyperliquid. Alors, moi, mon but, c'est pas de vous vendre Hyperliquid du matin au soir, même si j'aime beaucoup le produit. Hein, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce move, c'est qu'au lieu de se faire chier à aller donner son identité, à faire de la paperasse, patati patata, parce qu'évidemment, quand tu commences à décaisser des centaines de millions de dollars, les exchanges, ils vont t'attraper la veste, ils vont te dire, bon, il va falloir nous expliquer d'où ça vient. Sur Hyperliquid, comme c'est un protocole décentralisé et qu'il y a une grosse profondeur de liquidité, bah, il a pu faire son truc. Il a pu vendre des centaines de millions de dollars de BTC et long de l'Ethereum avec 2 milliards à lui tout seul, ou c'est plutôt cumulé de différentes baleines? Ouais, parce qu'en Ok. fait, Ok. ouais, Parce que mais en là, fait, on a noté. ça a changé depuis. En fait, il a continué. Hmm. En fait, il y a plusieurs adresses et on suppose Ok. que c'est la même entité. Et cette même entité a dump au total 2 milliards de dollars de BTC pour acheter l'équivalent en Ether, quoi. C'est ce que disait MLM, Ouais, MLM de nous. On-chain, pour ceux qui s'intéressent au compte Twitter D'accord. qui traque tout ça. MLM on-chain. Ouais, c'est lui, ABC, ouais. Et lui, il a fait ABC. un. Ouais, c'est lui. Et lui, il a fait un récap, si tu descends. Et je crois, voilà, c'est ça. Ouais, 2 milliards. Ok, ouais, je l'avais pas vu celui-là. Ok. Voilà. Oui, donc c'est encore plus violent que ce que je m'étais noté. Et donc, ouais, voilà, ce que je vous disais simplement, c'est que tu peux faire bouger des centaines de millions de dollars sans donner ton identité. C'est quand même assez violent. C'est ce qu'on voulait depuis très très longtemps dans la finance Et avec le moins de décentralisée, et on frais y sur le arrive. marché. Enfin, actuellement, c'est l'endroit où tu peux acheter et vendre des BTC, de l'Ether et tout avec le moins de frais. Donc après, c'est modulo la liquidité, etc. Évidemment, parce que si tu as moins de frais mais que tu as plus de slippage, au final, c'est des frais, quoi. Mais c'est hyper impressionnant. Ah, plutôt. Plutôt. Ensuite, pour revenir sur la fameuse affaire Wormhole, Layer 0, etc., on vous avait dit la semaine dernière que Layer 0 voulait racheter Stargate. Donc, ils avaient fait une proposition de 110 millions de dollars pour le faire. Puis, il y a eu une contre-proposition de Wormhole de 120 millions, pardon. Pas milliards. Au final, c'est la proposition de Layer 0 qui a été acceptée, puisque la proposition de Wormhole est arrivée un peu tard et que les gens n'avaient pas envie de bousculer tout le processus de gouvernance, donc ils sont restés sur la proposition. Donc Layer 0 fait l'acquisition de Stargate. Le jeton Stargate va disparaître pour qu'il n'y ait que des jetons Layer 0. Il y a un programme de partage de revenus les 6 premiers mois et il y aura également un programme de buyback, c'est-à-dire que les revenus de Stargate serviront à buyback du jeton Z0 de Layer 0. Donc, on va voir au fur et à mesure si l'information sera pricée ou pas, en sachant que c'est pas un protocole. Pardon, c'est pas un protocole qui fait des revenus de fou malade. Par contre, c'est un protocole qui est énormément utilisé. Donc, ce qui intéresse le marché, c'est pas forcément les revenus à un instant T, c'est le potentiel du protocole parce que ils ont une offre qui est assez unique. Déjà, Layer 0, c'est le bridge. Enfin, la technologie qui permet au bridge d'être le connecté au plus de blockchains possible. Quand vous allez sur DeFi Llama, ceci, vous allez voir que c'est pas forcément Stargate qui a les plus gros volumes et tout. Par contre, en termes d'écosystème, avec IBC, c'est les plus gros. Tu vois, Stargate, on nous dit 42 plus, IBC, on voit 102 plus. Et en général, Stargate est quand même beaucoup plus agréable à utiliser qu'IBC, accessoirement. Voilà. Et en plus de ça, ils ont aussi un standard de jetons qui est l'OTG, je crois, un truc comme ça, qui est utilisé par de plus en plus d'acteurs, notamment Tether, pour avoir justement des crypto-monnaies multi-chain. Et donc faciliter l'interopérabilité. Donc c'est ça le bet qui est intéressant avec Layer 0. Wormhole est aussi un très bon acteur du marché, mais il fonctionne différemment. En fait, c'est surtout que l'offre de Wormhole, on dirait qu'elle est plutôt là pour foutre la merde que. En fait, le truc, c'est que vu que le deal Elle est il là se fait pour en foutre la merde, ouais. public, on dirait plus que c'est pour genre genre il y ait des mouvements de prix qui fassent que genre ça empêche ou ça facilite pas leur achat en fait. Enfin, c'est la sensation Ouais. que ça donnait parce qu'en fait c'était plus ou moins la même offre, juste avec des termes genre un petit peu différents, mais voilà. À peine meilleur, c'était juste histoire de faire une contre-offre pour les caméras, et en fait les gens ils s'en sont battus les couilles finalement. Et effectivement, on me corrige dans le chat, c'est OFT, le standard jeton, c'est pas OTG. Mais Wormhole est un très bon bridge. Et on me demande dans le chat quel est le meilleur bridge. Ça dépend En fait, ça dépend si tu veux faire un swap dedans ou pas. Bah déjà, il y a ça, mais différence. ça dépend de si tu as envie que ça aille très vite. Par exemple, tu as Relay qui est extrêmement rapide. Tu as Portal qui est extrêmement rapide aussi. Ça dépend si c'est pour envoyer 10 balles d'une chaîne à une autre, parce que tu as des chaînes, en fait, tu vas te faire découper par les frais Frix plus commission. Moi, j'aime beaucoup Portal. Pour le coup, Portal by Wormhole, je le trouve très très bien.
si tu veux faire des microtransactions. Et si tu veux vraiment avoir justement un protocole qui fonctionne avec tout, bah, ça va être Stargate. Hein. Si tu es très branché écosystème Ethereum Virtual Machine, tu as Ecross, qui est grave bien et ultra compétitif. D'ailleurs, ils viennent d'ajouter Solana. Voilà. Pour ce qui est des stablecoins, il me semble que Maison est hyper compétitif. Donc tout ça pour vous dire que c'est beaucoup au cas par cas. Tu peux trier par un mois? Ouais, je pense. Un mois. Ouais. Volume. Voilà. Et enfin, en gros, ce que je voulais dire ça dépend si tu swaps ou pas. En fait, ça dépend si tu veux envoyer par exemple de l'Ether, de Ethereum ou de Base à une autre chaîne EVM, ou ça dépend si tu veux envoyer, je sais pas, de l'Ether de Base pour l'USDT sur, je sais pas, Solana, tu vois. Et en fonction de ça, tu vas avoir différentes bonnes solutions. De ma compréhension, Debridge est extrêmement bon quand il est question de bridger et de swapper en même temps. Mais j'ai l'impression que Stargate et Cross sont meilleurs quand tu veux peut-être switcher genre d'une chaîne à un autre en gardant le même asset. Je laisserai peut-être les gens dans le chat corriger parce que je suis très loin d'être un expert de ça et je pense que les gens dans le chat ont une expérience cumulée qui est bien plus élevée que la nôtre. Moi, personnellement, en attendant que le chat nous réponde, mon préféré c'est Portal parce que Portal c'est le seul qui me fait pas galérer. Si je veux faire un tuto et que j'ai besoin d'envoyer 5 balles ou 10 balles et que je veux pas me faire découper par des frais, quand j'ai voulu faire par exemple envoyer des Ethers du réseau Ether à des Ethers sur Base, c'est sur Portal que j'ai le plus kiffé. En plus, ça a été vraiment très 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 rapide. Ils ont une tech qui fait que vraiment en l'espace de 30 secondes c'est plié. Relay, j'aimais beaucoup. On nous parle de Jumper dans le chat. Ouais, il y a Jumper aussi que j'ai pas eu l'occasion de tester récemment. Relay, j'aimais beaucoup parce qu'ils se vendent comme ultra rapide. Le problème que j'ai eu avec Relay personnellement, c'est que j'ai eu un nombre incalculable de fois où ma transaction, elle a été annulée. Elle est pas passée. Et c'est super frustrant en fait. Donc ça m'a cassé les couilles. On me dit Jumper, il n'y a pas mieux. Ouais, Jumper, il n'y a pas mieux. Faudra que je reteste. De toute façon, vous pouvez vous faire des simulations en sachant que quand ils vous annoncent des prix, bon, des fois, les prix, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais déjà, on voit... Ouais, Jumper, c'est un agrégateur. C'est pour ça que c'est les meilleurs. C'est ce que disent les gens. Faudra que je reteste Jumper. En tout cas, il y a du choix. Hein. Il y a beaucoup de choix. Donc, t'as de l'EVM, t'as du Sui Aptos, Hyper EVM, Hyper Liquid. Ouais, il y a tout, en fait, hein, sur Jumper. Hein. Jumper prend pas de frais. Ok. Bon, je pense qu'ils prennent des frais, mais juste ils sont ultra compétitifs. Ok, il faudrait que je teste. Twitter, Jumper, Exchange. Voilà, bah, du coup, à vous noter, hein, les potes. Hein. Jumper, Stargate by Layer 0 et Portal. Pour moi, c'est les bigs. Debridge, j'avais pas trouvé ça très compétitif niveau frais, personnellement, mais bon. Ouais, bon, enfin, Debridge, moi, j'ai juste utilisé par habitude, mais je suppose que Jumper est meilleur, du coup, de ce que disent les gens. Après, Debridge, c'est plus, ils ont leur marché, ils offrent... Enfin, il y a des gens qui sont là pour matcher, et Jumper, ça... C'est de l'agrégation, donc je suppose que tu peux avoir peut-être du debridge et d'autres trucs dans Jumper. On va faire une simulation en fait. J'aime beaucoup l'UX hein, de Jumper par contre. Hein. Trop bien. Hein. Putain, ok. Donc quoi, vous voyez, on peut être du métier des fois. Mets un chiffre pour voir. Ouais, ah merde, ça m'a tout enlevé. Attendez. Ethereum sur Ethereum, et on va mettre à... on va se mettre sur Base et on va mettre, USDC. Alors déjà, ah voilà. J'allais me plaindre, il n'y a pas de raison de se plaindre. Voilà, c'est pas sur une microtransaction, donc forcément il y a des frais. Et ouais, CCTP c'est super fort aussi. CCTP c'est aussi. CCTP c'est la solution native de Circle en fait pour genre transférer l'USDC d'une chaîne à une autre en fait. Et Mayan ça utilise aussi CCTP, ils ont leur truc en perso, ils arrivent à être souvent très compétitifs sur les stablecoins également. Et je vois qu'il y a une option gaz aussi pour sponsoriser du gaz, c'est pas mal ça. Je sais pas si Portal le fait, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, si vous voulez pouvoir refaire une transaction après de Base, vous allez avoir besoin d'Ether pour payer votre gaz. Donc, quand vous sponsorisez du gaz, bah, ça vous permet de gagner du temps. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi en rajoutant juste un second swap pour le faire. Squid Router, j'aime moins. On me dit dans le chat Squid Router, c'est pas mal, mais j'aime moins. Bref, à essayer. Voilà, Jumper Exchange, Portal by Wormhole, Target by Layer 0. On continue. Ensuite, donc, Tether prépare son stablecoin régulé aux USA. Donc, on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là, mais ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y aurait un deuxième type d'USDT qui serait différent de l'USDT qu'on connaît bien, qui reste toujours un peu en zone grise, on va dire, qui n'est pas MiCA compliant et qui n'est pas trop... branché US. Et je pense qu'ils vont faire un deuxième USD quelque chose qui, lui, sera totalement backé et qui vont commencer à intégrer un petit peu partout.
Et à cette occasion, du coup, ils ont fait un recrutement. C'est Bo Heinz, c'est un jeune homme, il a 28 ans. C'est un républicain et en gros, c'est quelqu'un qui a beaucoup poussé pour la loi Genius Act, justement, sur les stablecoins. Donc, il rentre dans les petits papiers des États-Unis également pour pouvoir se placer dans ce marché des stablecoins qui prend de plus en plus de place du côté de l'USDC aussi, hein, notamment, au travers de Coinbase. Oui, c'est possible. Si jamais. Ensuite, on a Kenny qui a lancé son... Ouais, putain, on n'en a pas parlé pendant l'intro de ça. Kenny West qui nous a balancé son shitcoin. Une belle merde, si j'ose dire. Voilà, donc pendant très longtemps, il nous a teasé un coin qui va être le coin de l'écosystème Kenny West, patati patata. Ça a été listé et depuis le listing, ça ne fait que fondre. Utilité du token très probablement proche de zéro. Ça ne fait que fondre, ça dépend d'où tu regardes, mais oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, si tu faisais partie des insiders et des snipers au début, t'es mis mais bien. globalement, la plupart des gens qui ont interagi, je suppose, ont perdu de l'argent. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette information ? 70% des tokens dans la poche de Ye, de Kenny West, 20% au public, des schémas de liquidité un petit peu foireux, c'est-à-dire que apparemment ça a été mis en place de sorte à pouvoir manipuler le prix complètement n'importe comment. Il y a eu des insiders, il y a des gens qui ont fait des profits de fou, et puis il y a aussi des gens qui se sont fait éclater, notamment des gens qui ont voulu shorter. Apparemment, Monsieur Tate, Andrew Tate a voulu shorter, il a pris une perte de 700 000 balles. Voilà. Moi, je sais pas comment il a fait pour perdre de l'argent en shortant, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, moi, je m'en approche pas comme si c'était. Moi, je l'ai tradé, j'étais debout, donc je l'ai acheté en spot et je l'ai vendu très haut, et ensuite j'ai tout shorté et j'ai coupé vers $1, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc, parce que t'as vu le tweet direct et t'es allé sur Dex Screener et tu l'as pris en spot, en gros ? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me suis permis de le faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de liquidité. Du coup, à ce moment précis, genre, je me suis dit que c'était assez liquide de 1 pour avoir de la size et de 2 pour pas se faire rug instant. Et en plus de ça, j'étais juste sur le graphique en très petite unité de temps, je faisais du suivi de tendance et puis au moment où genre, on a perdu la tendance, je me suis cassé et puis après j'ai tout renvoyé sur HL pour shorter, quoi. Mais après, c'est toujours pareil, c'est toujours lancé en pleine nuit et c'est dans ces moments-là où tes insomnies peuvent payer, quoi. Première trésorerie en BNB côté, radié du Nasdaq. Bon, pour faire très court, on a une entreprise qui a voulu surfer sur le narratif des trésoreries en crypto-monnaie, qui avait annoncé une grosse trésorerie en BNB. Et en fait, c'était déjà une boîte en perte de vitesse avant de faire cette annonce. Mais vraiment, cette annonce a été le coup de grâce. Donc au final, ils avaient pour obligation de tenir au moins $1 sur leur prix de l'action pour pouvoir rester listé sur le marché Nasdaq. Ils n'ont pas tenu les $1, ça a fait que fondre. Donc le Nasdaq leur a dit, bon voilà, cassez-vous. Et du coup, coup de grâce, le jeton est descendu jusqu'à 11 centimes de dollars. Donc maintenant, pour pouvoir acheter les actions, ça se passe en marché OTC. Donc je pense que tous les actionnaires l'ont pris un énorme dos au cul. Il avait relayé ça, Sizi ? Je sais pas, je pense qu'il a dû envoyer un petit RT ou un truc comme ça, ouais, mais il n'y a pas allé massivement, je pense pas, par contre. Sizi qui est toujours dans les bons coups en ce moment d'ailleurs. Hein. Ensuite, avant c'était l'élu, et puis depuis, à chaque fois que je le vois tweeter, c'est pour faire tiep, donc je sais pas. Depuis qu'il a payé son droit de cuissage aux États-Unis, il nous montre son vrai visage. Régulation, Paul Atkins, le président de la SEC, prépare une migration massive on-chain, donc là on recycle un petit peu l'information qui sort depuis quelques semaines, c'est simplement pour dire que le nouveau président de la SEC n'a rien à voir avec le précédent, et que là, il y a une vraie volonté du gouvernement de vouloir migrer toute forme d'actifs sous forme de token on-chain. Donc déjà, à partir du principe que seulement peu d'actifs seront considérés comme des securities, ça va être vraiment au cas par cas sur certains types d'actifs, mais qu'en gros, le reste ne le seront pas. Et l'idée, ça va être de pouvoir faciliter les échanges au travers de la blockchain. Donc, attendez-vous à de plus en plus de DeFi avec de plus en plus de types d'actifs, que ce soit des matières premières, des produits dérivés, etc. Parce que c'est ultra traçable et que c'est beaucoup plus facile de le faire. Et qu'en plus de ça, comme c'est la crime season, ça va permettre à pas mal de monde de pouvoir extract, tout simplement. Ensuite, World Liberty, Coinbase liste l'USD1, on en a parlé plus tôt. Simplement, j'ai trouvé quand même assez fascinant le fait qu'on ait déjà plus de 2 milliards de capitalisation. Alors forcément, tu as eu le deal entre la boîte de Abu Dhabi et Binance. Hein. Mais aujourd'hui, l'USD1 de la famille Trump, si on peut dire ça comme ça, c'est déjà le 6e stablecoin le plus capitalisé de tous. Et ça va probablement augmenter au fur et à mesure du temps. Toujours dans les stablecoins, on a la Chine qui pourrait lancer un stablecoin adossé à son yuan.
justement pour faire le contre-coup de ce qui se passe côté États-Unis. De notre côté, en France, enfin pas en France, en Europe, on n'en a pas trop des infos à ce sujet-là. On va peut-être avoir la monnaie numérique de banque centrale à chier, mais des grosses initiatives de stablecoin euro, on n'en voit pas en fait. C'est assez déprimant. Et voilà pour les actualités. Pour ce qui est des fondamentaux, bah moi tout ce que je peux vous dire, c'est que je force un peu avec ça, mais on vous a fait une belle vidéo sur Plasma où je vous explique tout ce que vous devez savoir, selon moi en tout cas, sur le potentiel du projet, ce qu'il faut en retenir, comment je pricerai le jeton, les pour, les contre, donc green flag, red flag, etc. Vous avez en description tous les timecodes. Donc ça, c'est la blockchain de Layer 1 qui m'intéresse le plus. Et pour les autres concurrents, bah, on vous a sorti sur le site Coin Academy les analyses de ARK et de Stable aujourd'hui, que je vous laisserai bien entendu en description si vous nous écoutez sur YouTube. Voilà. Mais pour faire un long story short, pour moi, Plasma reste le favori, pour la simple et bonne raison qu'il y a un token sur lequel tu peux spéculer déjà, et en plus c'est Tether, donc Tether ils sont pas en bourse. ARK est très intéressant dans le sens où eux ils sont vraiment focus paiement transfrontalier et aussi change de devise. On en parle notamment, voilà, un socle pour le FX, c'est les actifs tokenisés. Pour moi, il y a un vrai play à jouer justement de la part de Circle, c'est de faire des stablecoins dollars, euros, livres, peut-être, je sais pas, trouver un terrain d'entente avec la Chine, peu importe. Mais en gros, avoir des stablecoins qui soient backés par des vraies monnaies fiduciaires et proposer une interface pour pouvoir faire des paiements transfrontaliers et des échanges de devises en cassant les coûts, en étant finalement beaucoup plus compétitif que ce qu'on peut retrouver chez les banques commerciales et chez les acteurs type Wise ou Revolut, par exemple, qui utilisent Currency Cloud et d'autres. Je pense qu'il y a un gros coup à jouer parce que s'ils arrivent à être ultra compétitifs et proposer des settlements beaucoup plus tôt avec moins de risques de fraude, ce genre de choses, ça peut être pas mal. Et après, il faut voir à quel point ils arrivent à générer des revenus avec ça et à quel point nous, on peut, en tant que crypto-investisseur, profiter de tout ça, puisque ARK n'a pas de token. Le token, c'est l'USDC. Donc, le token, c'est l'action Circle. Bah si, il n'y aura jamais de token Circle. Ce sera toujours l'action qui sera mise en avant, parce que c'est la seule chose qui a une valeur intrinsèque et qui représente la réussite de la société. Donc, c'est comme Coinbase au final, tu vois. Après, peut-être que Coinbase aura un token pour Base et Circle un token pour ARK, mais en vrai, j'y crois de moins en moins. Enfin, pour Circle, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas actuellement en tout cas. Et pour Coinbase, ça a peut-être plus de sens pour le Layer 2. Après, je sais pas. Franchement, compliqué. Je pense pas. De toute façon, là, ils ont trouvé un moyen de faire des sous. Circle, ils n'ont pas besoin de sortir des tokens. Pas Circle, pardon, Coinbase. Ils ont juste besoin de faire des communications toutes les semaines en faisant la promotion d'Alcoin à 2 millions de market cap. Ouais, j'ai vu que le CEO de Coinbase avait swappé un jeton. Enfin, dans une démo produit, il a swappé un jeton qui était ultra low cap. On est sur un marché de fou. On passe de Gary Gensler à ça. Non, mais on passe de Coinbase qui pendant X années, t'avais BTC, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Basic Attention Token à trader, à toutes les merdes de la planète qui sont listées et le CEO qui fait des communications avec des actifs low cap. En fait, en gros, ce qu'ils ont fait, ce qui est big avec Coinbase, c'est qu'en gros, ils ont rendu tous les actifs de la chaîne Base tradables sur Coinbase, en fait. Tradables sur Coinbase. Et bientôt Solana, ouais. Ah ouais? Ok, je savais pas. Ouais, bientôt Solana, ouais. Voilà, donc par contre, je m'attends aussi à ce que ARK soit un Layer 1 pour du Real World Asset et de la DeFi potentiellement. Donc tu pourras pas spéculer sur un token ARK, mais probablement qu'ils vont proposer des rendements sur des produits peut-être innovants. Affaire à suivre. En tout cas, ce que j'ai trouvé particulièrement innovant avec ARK, c'est le fait qu'ils aient racheté Malachite, en fait. Donc, ils ont interné l'équipe de Malachite, qui est un client de consensus et d'exécution qui est ultra modulaire, ultra performant, et qui peut leur donner d'une certaine façon un avantage concurrentiel au niveau de la couche technique et de la boîte à outils pour que des entreprises puissent s'y brancher. Et pour ce qui est stable... Ce qui est fou, en fait, sur Circle, juste pour te couper, c'est que, en gros, Circle, j'ai l'impression que, ils étaient compliant, ils ont fait une IPO, et là, ils lancent c'est leur élan, du coup. Mais le truc, c'est que, je sais pas si tu vas regarder la market cap de l'USDC, mais je crois que ça peine, hein. C'est une bonne question.
Je crois que ça Je peine sais pas. énormément en fait. C'est pour ça que, enfin, moi j'utilise USDC, ça se passe bien, c'est un bon produit, mais factuellement, enfin, genre ça grossit, mais enfin, en un an, ils ont pris quoi, 25, 30 milliards, même pas, là où Tether Hmm. a explosé quoi. Donc, je sais pas. Bah, comme d'hab, hein, après, c'est juste que Tether, c'est à part et qu'en plus de ça, je ne sais pas trop. En fait, moi, ma zone d'ombre avec Tether, c'est comment ça se fait que Tron héberge plus de 80 milliards d'USDT, tu vois. Moi, c'est juste ça que je comprends pas, en fait. En fait, c'est les exchanges qui jusqu'à maintenant ont surtout utilisé TRX, enfin Tron pour faire transiter de l'USDT. Je suppose les institutions aussi, Ouais, ouais, je bien sais sûr, pas. bien sûr. Alors, j'ai une note à ce sujet-là, où tu vois en fait que l'USDT, ça transite quasi exclusivement sur Tron et Ethereum, mais c'est clairement Tron qui a le plus de volume de transactions. Et ensuite, on est un petit peu sur Aptos. Alors ça, j'ai pas compris le délire en fait. T'as plus de volume sur l'USDT Aptos que toutes les autres chaînes Solana, type je crois. Avalanche, Solana et tout. Après, Solana, c'est Voilà. très USDC, je crois. Ouais, bah c'est quasi que de l'USDC, clairement. Et par contre, pour revenir à ce que je disais sur Plasma, moi je m'attends sincèrement à ce qu'il y ait potentiellement de moins en moins d'USDT sur Tron et de plus en plus d'USDT sur Plasma, en fait. Parce qu'Ethereum, peut-être, mais voilà. Mais je pense que juste Plasma, ils vont prendre la place, en fait, sur ce terrain-là. C'est pas honnêtement, moi, je m'attendais à ce que Solana prenne la place, hein. Et au final, c'est pas fait, hein. Solana, c'est Wormhole, Wormhole, c'est USDC, ouais. Sans USDC, USDC. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il doit y avoir des partenariats en backstage, hein, évidemment, entre CCIP et compagnie. Voilà. Et après, pour Stable, bah franchement, les gars, Stable, pour moi, c'est presque incompréhensible en fait. La proposition de valeur, elle est quasi similaire à Plasma. Donc, c'est paiement en USDT, c'est faire de la DeFi, Real World Asset, paiement confidentiel et tout. Par contre, il n'y a pas de token. Là, pour le coup, c'est uniquement proposer des paiements transfrontaliers et tout à des entreprises et prendre des petites commissions en USDT. Sur les transactions, tu vois. Au niveau de la tech, pareil, c'est de l'EVM. Alors, bien sûr, c'est de l'EVM++, hein, où il commence dans un premier temps avec, je sais même plus quel type de consensus c'est. Si, pardon, c'est Comet BFT, donc c'est la boîte à outils de Cosmos, tu sais. En gros, tu as Cosmos, ensuite tu as des versions EVM de Cosmos, comme tu peux trouver sur Polygon, Chronos, la BNB Chain et tout. Ils ont repris ça. Ils ont retravaillé un petit peu tout ce qui est base de données et tout. Et plus tard, ils vont migrer sur Autobahn, comme c'est Network et tout, donc c'est un nouveau moteur de consensus plus rapide. Pareil, ils vont intégrer Block STM, donc c'est ce que tu retrouves sur Aptos et sur Rust.eth, c'est pour la parallélisation des transactions. Et plus tard, de ce que j'ai lu, alors là c'est pour les geeks, hein, c'est pour vous faire plaisir, ils vont intégrer un truc qui s'appelle EVM1. Donc EVM1, c'est un client d'exécution en C++ d'Ethereum. Donc c'est un peu le Fire Dancer d'Ethereum en fait. Et c'est un work in progress depuis un certain temps visiblement. Donc voilà pour la partie technique. Sur la partie utile, pour moi, il n'y a pas de différence avec Plasma, si ce n'est qu'ils n'ont pas de token et qu'ils ont beaucoup moins de buzz. Donc j'ai probablement raté des trucs, hein, mais pour moi, Plasma existe, je ne vois pas la proposition de valeur de ces bugs. Voilà. Pour ce qui est des réserves stratégiques Ethereum, pour faire le petit résumé habituel, bah, ça n'arrête pas. On a Bitmain qui a encore pris des énormes quichetas. On était, je crois, à 1,2% du supply la semaine dernière. On est passé à 1,42% du supply, soit 9 milliards de dollars de FDV, avec du coup un prix d'achat moyen de l'ordre d'un peu moins de 8 milliards, donc un profil atteint de quasiment 2 milliards. Et pour ce qui est de la target, bah, on est déjà à 28%. C'est-à-dire qu'ils veulent... D'ailleurs, alors ça c'est intéressant. Si vous voulez vous donner un petit peu d'opium sur le site Strategic Reserve. Au cas par cas, tu peux voir la target de chacun. Tu vois là, par exemple, la target, c'est 5% du supply. Sharplink, la target, c'était 1 million d'Ether. Tu peux voir Ether Machine, qui est, je crois, l'initiative de Pantera Capital. Alors eux, c'est jusqu'à 10% du supply. On est à 179 millions. Tu peux voir à côté de chaque entreprise, s'il y a un T, bah, c'est justement une stratégie de trésorerie. S'il n'y a pas de T, bah, c'est simplement... des Ethers qui ont été levés à l'époque ou qui ont été récupérés en guise de frais. Voilà, et tu peux voir aussi ce qu'il en est des ETF. Et comme tu le disais plus tôt, bah, on a des inflows sur Ether et on a des outflows sur BTC en ce moment, c'est assez impressionnant. Et donc, on est sur un total de quasiment 10% du supply des Ethers entre les réserves stratégiques et les ETF. Donc là, ça commence à être vraiment huge, hein. Voilà, petit instant sécurité. Il y a une grosse faille de sécurité qui a été patchée. Mettez à jour votre iPhone, surtout si vous utilisez des wallets crypto sur iPhone, ce que je ne vous conseille pas.
Ou du moins, faites-le au moins avec En un fait, ledger, s'il vous plaît. ce qu'il faut surtout faire, c'est que vous arrêtiez d'accepter par défaut les téléchargements des fichiers, des images, etc. sur Telegram et sur WhatsApp. Donc en fait, quand vous allez dans les paramètres Paramètres. Telegram et WhatsApp, vous pouvez, genre, dans la gestion des données et des stockages, vous pouvez faire en sorte que les fichiers, les images et tout soient pas enregistrés par défaut, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais mettez pas un wallet sur votre putain de téléphone si ce wallet, comment dire, représente une certaine somme d'argent pour vous. Parce que c'est trop faillible un téléphone. C'est beaucoup trop faillible. Avec un ledger, ça va être différent parce qu'ils vont pas pouvoir déplacer les fonds sans qu'il y ait une validation manuelle de votre part. Mais sinon, voilà, les wallets, les Phantom, les MetaMask et tout, c'est bien pour faire joujou avec 300 balles, mais commencez pas à sizer sur téléphone parce que des failles comme ça, il y en a tout le temps en fait. Plusieurs fois dans l'année, il y en a. Et le problème, c'est que soit c'est pas de chance, vous êtes dans des groupes Telegram avec plein de monde et vous faites dépouiller. Soit comme c'est le cas d'un ami, je vais pas citer son nom, mais tu le connais, Léo. Les gens savent qu'il a du fric. Bah, il a reçu des messages sur Telegram avec la faille, tu vois. Heureusement pour lui, il avait déjà les paramètres de sécurité comme il fallait, tu vois. Donc mettez à jour votre iPhone et mettez pas de wallet, s'il vous plaît. Voilà. J'ai vu Etherfi va lancer un marché perp sur Hyperliquid. Tu as des infos à ce sujet-là, j'imagine? Ouais, en gros, ils vont lancer leur HTTP3. Donc, en gros, ils vont utiliser l'infrastructure de Hyperliquid via le HTTP3 pour lancer leur propre DEX perp. Et Ouais. en gros, Etherfi, en ce moment, ils essayent de se placer partout sur l'écosystème HL. Ils ont levé, ils ont participé à la levée de Hyperbit. Je crois qu'ils essayent de participer à la levée de d'autres acteurs dans l'écosystème HL. Donc en fait, Etherfi essaie de se positionner de plus en plus parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent que HL va prendre de plus en plus de place à long terme en DeFi. Et en fait, cette course-là, on la voit de plus en plus. On la voit aussi chez Paradigm, on la voit aussi chez les Galaxy, etc. Donc ouais, ça bouge vraiment bien. Make sense. On va voir le checker airdrop de Linea qui devrait arriver très bientôt également. Linea qui est assez attendu, qui a déçu, mais qui peut retourner un peu la couverture sur eux parce que Linea c'est Consensus, c'est MetaMask. En plus, MetaMask et Linea vont avoir leur propre stablecoin natif, le MUSD, je crois, qui ne redistribuera pas de rendement. On ne sait pas trop l'intérêt du truc, mais ils vont nous l'expliquer. Hein. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Bah écoutez, si pour terminer, on a enfin Aptos sur AAV. Donc c'est la première fois qu'AAV intègre une chaîne non EVM. Ouais, AAV sur Aptos. C'est ça, oui. Je peux le dire aussi comme ça. Le marché est assez minuscule, qu'on se le dise. Hein. Même à l'échelle d'Aptos, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais c'est un début. Et c'est surtout un début qui a été probablement sponsorisé par Aptos, où ils ont dû donner un gros cachet. Mec, quand je vois ça, je me dis c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que ça nous dit à longueur de journée, oui, on va pas sur les chaînes, ou c'est trop compliqué, blablabla. Au final, ils sont allés sur Aptos parce qu'il y a eu un chèque. Et c'est même pas EVM de base. Et du coup, AAV ne va pas sur Solana. Après, je peux l'entendre, mais ils vont pas non plus sur HyperEVM pour l'instant. Donc, des fois, je me pose des questions. Après, Aptos peut-être a un potentiel qu'on ne décèle pas et que la team, les gens derrière la gouvernance de AAV voient. Ouais. Je sais pas, je suis ultra dubitatif sur ça. Enfin, j'ai du mal à avoir de l'attraction à venir sur Aptos là actuellement. Enfin, c'est très compliqué avec ce qui se passe sur les autres écosystèmes. Après, je crois que cette décision, elle a été faite il y a un bon moment, quoi. Il y a un bon moment déjà, et puis le langage, c'est aussi le langage Move qui plaît, tout simplement. Je pense que c'est le langage Move qui plaît. C'était histoire de commencer à se placer sur l'écosystème Move, mais en fait, c'est juste 700K de 700K $ de market size là. Je suis. Rien, gros. Regarde, tu verras. DeFi Llama, Aptos. Même à l'échelle d'Aptos, à ce stade, tu scrolles loin et en 28e, t'as AV. Ouais. Je sais pas ce que les gens font sur Aptos là actuellement. Bah, ils déplacent des stablecoins avec des spreads très serrés apparemment. Et puis non, mais la tech est bonne, hein, mais c'est juste qu'ils sont pas dans le sens du vent, les potes, c'est tout. Ça, c'est intéressant. Et après, donc, Ando qui annonce pour le 3 septembre Markets are going global. Alors, ça reste très abstrait, mais de ce qu'on comprend, c'est des actions tokenisées qui vont arriver sur leur socle. Parce qu'en gros, leur produit s'appelle Ondo Global Markets. Donc, quand tu reprends la phrase du tweet, globalement, ça veut dire, si tu regardes le tweet de base, c'est quoi? C'est Markets are going global, tu vois, alors que c'est Ondo Global Markets. Enfin, globalement, ils annoncent le lancement de Ondo Global Markets, qui est la tokenisation de plein de stocks. Et c'est exactement ce que je vous disais depuis un bon moment, c'est que la tokenisation des stocks et des indices, ça arrive
ça arrive de plus en plus fort. Et sincèrement, je pense que c'est le truc le plus intéressant à venir en DeFi quasiment. Clairement. Sachant que tout ça, ce dont j'en parlais, pour moi, ça va énormément profiter à Aave. Après, on va voir, parce qu'en fait, Ondo, ils ont leur propre chain, non? Ouais, C'est c'est ça, une non? chaîne sur Cosmos, ouais. Ouais, C'est une chaîne sur donc Cosmos. à voir s'ils arrivent à bien s'intégrer à l'EVM et tous ces trucs-là, mais ça va être extrêmement intéressant parce qu'en fait, en gros, l'idée, c'est que quand tu veux minter chez eux, eux, ils vont directement chercher de la liquidité sur les marchés type Nasdaq, etc. Donc, en gros, c'est un moyen pour eux de sourcer de la liquidité directe, je suppose. Hmm. Donc peut-être que ce sera beaucoup plus efficient ou arbitrable. Enfin, il y a pas trop de. Enfin, moi, mon pari, je l'espère, c'est que. Enfin, de toute façon, j'ai fait une interview avec Ondo Global, enfin avec Ondo et spécifiquement sur Ondo Global Market, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube. Ça date, hein. Mais ouais, l'objectif, c'était de mettre tous les stocks et indices sur la blockchain, quoi. Donc, Ouais. en fait, j'ai hâte de voir qui va être celui qui va prendre le marché. Parce que là, en fait, on a vu Robinhood, on a vu Coinbase, on a vu Ouais. Xtox, on a vu quelques autres, mais il n'y en a aucun qui a pris vraiment l'ascendant. En tokenized stocks, ouais, clairement. Ouais. Après, t'as aussi, ouais, t'as Xstock sur Solana, effectivement, mais ça reste très, très, très niche. Et ça va être de toute façon tout ce qui est intégration DeFi et tout qui vont faire la diff. Et c'est là où peut-être que World Liberty Finance, ils vont réussir à faire un play aussi. AAV, naturellement. Morpho, ils font quelque chose à ce sujet-là. Pas que je sache, hein. Bah, c'est comme dire, est-ce que AV, ils font un truc sur ça? Enfin, en fait, en gros, ils vont attendre d'avoir les assets et ensuite les gens, ils peuvent créer des Hmm. vaults et des assets, enfin des stratégies qui intègrent ces assets-là, en fait. Ok. En gros, Morpho, c'est une infra et après, n'importe qui, entre grands guillemets, peut se plug dessus et mettre ses stratégies à disposition. C'est le système des curators, en gros. Tu as des Ouais. stratégistes et des entreprises qui mettent à disposition ces stratégies qui gèrent eux-mêmes et ensuite, ils incluent genre des assets qu'ils souhaitent. Et du coup, Hmm. bah, derrière l'objectif, c'est que bah, ils puissent potentiellement intégrer ces assets dans leur stratégie, quoi. Ouais. Plume, ils ont Si pas ça fait fait de com à ce sens, sujet-là aussi. mais Ouais, c'est vrai, bah pour le moment, du coup, ça fait Hondo, Xstock sur Solana et à peu près tout. À peu près tout. Et après, tu as les exchanges centralisés avec Bybit, avec Gemini. Alors, c'est pas tokenisé sur Bitpanda, que je sache, c'est marché un peu plus global. Mais ça commence à arriver. Et tu vas avoir de plus en plus d'exchanges, je pense, qui vont se brancher à la TradFi hein, et devenir plus que des exchanges crypto, qui vont devenir un petit peu des all-in-one. en gros, moi, mon pari, c'est que tous les stocks et indices seront extrêmement liquides sur HL. Alors moi, c'est mon pari. On a déjà vu qu'il y avait Unit qui travaillait dessus sur le testnet. Mhm. Je pense que c'est possible que des Tena ou des Etherfi ou d'autres se positionnent dessus. Mais en tout cas, je sais que ça va arriver très très fort. Et je pense que, enfin, on avait déjà parlé. En fait, je pense que l'enjeu, c'est d'avoir les perfs, donc en gros des produits dérivés comme on connaît pour BTC, ETH, etc. Et une fois que les perfs seront liquides, ça, je pense que ça va stimuler aussi la demande pour le spot en même temps. Mais moi, je m'attends à ce que HL fasse énormément de perfs sur les perfs des tokenized stocks. Et ça, a priori, ça arrivera pas avant le HIP3, sauf si les Hondo, Robinhood et tous ces mecs-là achètent des tickers et les deploient sur HL en spot. Mais pour ça, il faudrait qu'ils veuillent le faire, qu'ils veuillent pas rely sur leur infrastructure, qu'ils amènent de la liquidité, Mm. etc. Et ça me semble improbable. Donc je pense que ça va surtout venir des pertes et puis ensuite spot. Yes, je vais te laisser prendre la main sur la partie AT, frérot. Juste pour conclure, Hondo aujourd'hui, c'est quand même 9 milliards de FDV. Hein. Ouais, On bon, on rigole souffle. pas. Hein. On souffle un peu. Je te laisse prendre la main. Ouais, donne-moi un instant. Tac. Et j'ai activé la clim avant de mourir. Je pense qu'on voit mon écran, ouais. Nickel. Je suis désolé pour le micro d'avance, les potos. Juste, j'ai eu un problème technique avec mon micro, donc au moins celui-là est pas C'est ok, ouf, c'est ok. mais il Non, c'est marche, ok. quoi. Bah, du coup, écoutez, sur BTC, on est toujours au-dessus des EMA 9-18 en weekly, même en 2 semaines ou en un mois. D'ailleurs, on va bientôt clôturer le mois, enfin, d'ici une semaine, quoi. J'avoue que sur BTC, c'est un peu effrayant. En gros, moi, mon take actuellement, c'est que j'espère que le bottom est in et que j'en ai eu solo, une petite frayeur sous solo, une petite frayeur sous solo et que ici on récupère le support et on reparte et qu'à la limite on refasse une sorte de range ou un truc comme ça dans lequel on va consolider un petit moment avant de redécoller potentiellement. Pour moi, le problème il se poserait plutôt si justement en fait on n'arrivait pas à tenir ces lots ici parce que le problème c'est quoi?
le problème, pour schématiser ça de manière un peu plus esthétique, on va dire, c'est qu'on avait cette grosse résistance auparavant, sous laquelle on a bien galéré, qu'on a break. Et genre, là, justement, on l'a plus ou moins retesté avec ce dip, en tout cas, on s'en est approché. Et là, cette fois-ci, on est en train de la retester. Et le problème, c'est que en général, quand tu break une résistance et que tu retestes après, t'as pas envie de la retester 10 000 fois, déjà. Et tu as envie que le retest il soit le plus court possible et qui t'évoque le plus de force. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça réagit vite, quoi. Donc, le problème, c'est que pour moi, si jamais on n'a pas de réaction ici, c'est un peu problématique parce que on avait justement fait cette résistance qui était légèrement au-dessus de celle-ci. Bon, disons qu'on avait une grosse résistance ici en weekly, puis une autre grosse résistance ici en weekly. Le problème, c'est que si on perd ce niveau-là, moi ça me fait peur, quoi. Enfin, parce que ça veut dire que techniquement on peut peut-être réintégrer ce range là. Si on réintègre ce range là, ça veut dire que globalement la borne opposée elle est ici, donc ça veut dire que peut-être on pourrait paniquer et se faire peur ici. Et si on va ici, qu'en plus de temps on repasse sous ce niveau, enfin globalement c'est le début des emmerdes, quoi. Ça me fait un petit peu peur, quoi. Donc moi personnellement sur BTC j'ai envie que ça réagisse ici. Pour moi, sinon ça va être peut-être le début des complications. Et ce qui est un peu effrayant aussi, c'est que en fait on a eu cette mèche ici qui a chassé ce top ici. Et en fait, historiquement, sur les gros tops, souvent, tu as une petite mèche ici qui chasse la liquidité avant de dump et qui fait un peu peur à tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on avait eu ici, et c'est exactement ce qu'on avait eu ici, en fait. Pareil, plus ou moins ici, mais c'est pas du tout le même niveau du cycle, quoi. Donc ça, je dirais que c'est... Je pense que le chat est en panique, mais en gros, moi, quand je vois ça, je suis pas hyper emballé. Ça me fait un peu peur, même honnêtement. Et c'est pour ça que je me disais que pour moi, ce lot, petite chasse sous l'eau, une autre petite chasse sous l'eau, mais pas encore peut-être chasser un peu, mais genre pas trop longtemps, quoi. C'est pour ça qu'il faut que ça tienne. Et je pense que la bonne première étape, ça va être justement de récupérer ce niveau de support ici. Et c'est pour ça que, genre, aujourd'hui, on a une petite chasse de stop, mais il faut que enfin, ce serait bien idéalement qu'on reprenne ce niveau en tant que support et qu'on commence à rerun. Sinon, pour moi, on se retrouve dans quelque chose qui me plaît beaucoup moins qu'avant, quoi. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a 2 moments où j'étais pas fan, peut-être dans le cycle. Dernièrement, j'ai envie de dire, il y a ce moment-là où ça faisait longtemps qu'on restait au-dessus et je le sentais mal. Et c'est justement là où je m'étais barré, où je m'étais cassé en plein milieu d'un range. Et maintenant, donc voilà, pour moi, il faut absolument qu'on monte de la force ici et qu'on rebondisse fortement. Sinon, pour moi, on s'expose à des problèmes et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Ether, lui, est toujours relativement fort. D'ailleurs, on s'était fait un petit peu peur ici avec ce rejet-là, mais moi, je vous disais que j'étais toujours assez bullish, quoi, et que je cherchais toujours à le dip, ce que j'ai fait. Bon, voilà, les choses suivent son cours, suivent leur cours. En gros, en weekly, on est toujours au-dessus des EMA, en mensuel aussi. On a fait un ATH où on a rejeté assez rapidement, mais enfin, pour moi, il n'y a pas nécessairement de signe de top pour l'instant sur Ether. Sur toutes les EMA, enfin, on est toujours dans un biais bullish. Et en gros, maintenant, pour moi, mon invalidation, je pense que ce serait enfin, la vraie invalidation, c'est si on commence à faire des clôtures en mensuel sous ce niveau rouge ici. Je crois que c'était en 2 semaines que le niveau était le plus clean. Ah voilà, c'était ici. Voilà. Pour moi, en 2 semaines, tant qu'on clôture pas en dessous du niveau rouge, ça va. Et en fait, j'en suis presque à me dire que en réalité, bon, on a eu ce rejet, ensuite on est reparti bien. On a eu ce dip ici qui ressemble à une correction et presque à un retest. Donc en fait, ce que j'ai envie de me dire, c'est que tant qu'on tient cette zone ici, ou tant qu'on ne cède pas ici et que cette zone peut être utilisée en tant que support, tout va bien. Je vois pas trop l'intérêt, honnêtement, de retester ce prix-là après avoir fait une correction assez profonde pour repartir derrière, quoi. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que en fait, on a envie si on veut se placer sur Ether, la meilleure localisation, c'est probablement dans cette zone-là. Après, on peut rebondir avant. Ici, on est quand même dans une tendance forte, etc. Voilà, je ferai assez attention, surtout avec la gueule de BTC. Donc, voilà. Pour moi, mon invalidation, je dirais que si on commence à repasser sous les 4 000 $, faire des clôtures weekly ou mensuelles en dessous, honnêtement, je trouverais ça ultra décevant et ça m'enverrait pas forcément de très bons signaux. Donc voilà. Donc je reste prudent, je reste plus optimiste sur Ether que sur BTC, même si sur BTC en soi, on est dans une localisation qui est beaucoup plus intéressante qu'Ether en termes de risk-reward, sachant que Ether a énormément run. Bon, BTC aussi, on va pas se mentir. Mais vous avez l'idée, vraiment à très court terme, je préfère BTC parce que le risk-reward est peut-être plus intéressant. Et que globalement, j'ai pas trop envie que on revienne à instaurer de la valeur sous ces prix-là, quoi.
Genre, c'est le plus effrayant. Sinon, pour ce qui est du reste du marché, écoutez, S&P 500, toujours en ATH. Bon, en dollars, c'est un peu plus facile. Quand on regarde contre l'euro, c'est pas la même gueule, mais globalement, ça performe plutôt bien. Je regarde beaucoup Hype aussi, qui a fait des revenus de malade, qui fait que buyback, mais qui arrive pas à breakout en fait, hein, on va pas se mentir. Hype, je le trouve vraiment mou du genou, vu les metrics, le momentum, la mindshare, le nombre de gens qui tweetent quand même. C'est un peu dommage, mais après, en soi, tout ce que je vois, c'est qu'on est dans une tendance haussière, on buy les dips systématiquement et que globalement, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Juste là, on est dans cette période un peu bizarre, on est super proche de la TH, mais on le break pas, mais en même temps on fait des higher low. Donc voilà, je pense que sur A, il faut juste rester patient. Et puis tout à l'heure, ce que je t'expliquais, je regardais un petit peu le reste du marché. Je regardais notamment le Total 3 qui exclut, enfin qui est l'acquisition du marché crypto en excluant BTC et ETH. Et on voit que on monte, hein, on a même fait très légèrement un ATH. Et le problème, c'est que quand on regarde le Total 3 contre BTC, en fait, on se rend compte que c'est de la merde, quoi. Bah oui. Et quand on regarde tout ce qui est en dehors du top 10, en paire BTC, on se rend compte que c'est aussi de la merde. Et en fait, quand on regarde Ether contre BTC, on voit qu'on a une belle performance, mais pour autant, quand on regarde tout le reste, en fait, quand on regarde les indices, genre des altcoins, etc., c'est de la merde. Donc en fait, le résumé de tout ça, c'est que on a un BTC qui est un peu mou du genou, mais qui est en run et sur lequel j'ai encore des espoirs, mais il va falloir surveiller très très près. On a un Ether qui est extrêmement fort dernièrement, mais qui en fait pas profiter tout le reste. On a quelques anomalies de marché avec des cryptos qui arrivent à s'apprécier, du style Hype, du style ENA, du style AAV qui performent bien, mais le reste est à la cave, quoi. Donc moi, mon attention, elle est surtout sur les major caps. Il y a quelques trucs qui m'intéressent. Donc voilà, je vous parlais de AAV. Pour moi, enfin, je suis pas en train de dire qu'ici c'est une bonne zone d'achat. On est haut. Genre, c'est difficile de placer son invalidation, etc. Mais globalement, je pense que c'est un bon asset. Qui gère du revenu, c'est intéressant. Il y a Pendle aussi, qui est assez intéressant et qui est en soi pas très loin de son ATH. Je me demande si il pourrait pas en profiter tôt ou tard. Donc ça fait partie des jetons que je n'ai pas, hein, AAV, Pendle et tout, mais que je surveille de très près. Et qui s'en sortent en vrai par rapport au reste des cryptos. Mais typiquement, par exemple, tu vois, même Tao, je surveille, mais c'est ce que je te disais. Je te disais que en fait, cette zone, elle est intéressante, mais je me sens pas dans l'urgence de prendre position et voilà, parce qu'en fait, je me dis que j'ai juste plus de temps devant moi et que j'aurai probablement davantage une consultation, un truc qui me permettra d'encadrer un trade pour me positionner. Au final, sur ce coup-là, j'avais plutôt raison. Pareil, il y a des trucs qui ont pump, mais rien d'assourdissant, tu vois. Même Doge, il pump un peu, mais il est hyper décevant par rapport au reste. Genre, même les Hondo, enfin, tu vois, genre, en final, il y a que les grosses cryptos qui sont orientées TradFi, un site, ou qui ont juste des grosses réputations qui sont appréciées. Tout le reste, c'est très compliqué, quoi. Donc, moi, dans ces conditions-là, je me concentre sur BTC et ETH et sur ce qui a le plus de cash flow, à savoir hyper liquide, quoi. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt été une bonne décision. Après, bon, voilà, on n'est pas à l'abri de surprises, etc. sur le marché, hein. Mais voilà, moi, je pense que sur Ether, il faut prendre son mal en patience. Sur Hype, c'est pareil. Et sur BTC, il va falloir surveiller de très très près si on arrive à tenir ces niveaux de prix. Parce que si c'est pas le cas, avec tout l'argent qui est rentré, etc., c'est un peu effrayant. Par contre, ce dont on peut parler un petit peu, c'est la différence de tonalité, de dynamique sur la TradFi et les ETF. On voit que en fait, sur BTC, on est sur une période de stagnation, voire de légère régression sur les derniers jours, avec de l'argent qui sort des ETF. Historiquement, on a vu que c'était les grosses vagues, des périodes de consolidation avant des grosses vagues, etc. Par contre, sur Ethereum, là, ce qu'on voit, c'est que certes, il y a eu des sorties, mais directement, il y a eu à nouveau des entrées et la tendance est aussi hyper forte. Donc, on a l'impression que il y a vraiment, enfin, ce qu'on voit sur la charte, Ether face à BTC, on a vraiment la sensation de voir en fait cette inversion aussi du côté de TradFi et dans les dynamiques de mindshare, etc., quoi. Mais ça n'empêche que même si je pense que Ether va continuer à performer et sûrement surperformer, je ne retire pas mon point qui est que pour moi sur ce ratio on allait extrêmement bas et même si je suis optimiste sur Ether, moi le dénominateur que je regarde à chaque fois c'est le BTC, quoi. Enfin c'est ce qui m'intéresse, quoi. Donc voilà, compliqué. J'ai toujours du stablecoin. En gros, je suis majorité BTC, BTC Hype.
un petit peu de sol et de l'Ether sur les dérivés, quoi. Mais sinon, mon folio, il est et du stable du coup de côté, mais sinon, mon folio, il est un peu chiant, hein. Mais au final, c'est un portfolio de daron, quoi. Enfin, de daron qui essaie de se bouger le cul avec du hype dedans, quoi. Mais c'est un portfolio un peu bon père de famille qui se prend pas trop la tête, quoi. Parce que franchement, j'ai trop de mal à me positionner sur les altcoins, c'est ce que je vous montrais. Tout ce qui est en dehors du top, tout ce qui est en dehors de BTC, ETH, en paire BTC, ça ressemble à ça. Sachant qu'il y a dedans, il y a du Solana, il y a genre du Hive, il y a des choses qui ont performé, tu vois, mais on le voit à peine. Donc, ça veut dire que le reste, c'est allé à zéro. Et même quand je regarde tout ce qui est en dehors du top 10 face à BTC, enfin, vraiment, enfin, il y a aucun, enfin, tous les gens qui vous parlent d'Alcyon, etc., enfin, en tout cas, ça n'est pas arrivé, quoi. C'est clair et net, on le voit sur les graphiques. Ça n'a même pas un petit peu commencé, quoi. Peut-être que ça a pu commencer aux yeux de certains avec l'appréciation de ENA, etc. Mais ENA, ils ont racheté comme des bourrins. Genre, je crois pour 300 millions, il y avait un programme pour racheter 300 millions au marché en spot. Et c'est le seul truc qui a run, quoi. Après, peut-être qu'il y a des trucs que je vois pas qui ont run, mais dans les grosses capitalisations, c'est l'impression que ça me donne. Je peux peut-être regarder sur CoinGecko sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qui a performé. Globalement, AAV, un petit peu tout ce qui est lié à Solana, mais sinon aucune performance majeure, quoi. Ça reste Cette semaine extrêmement très dark. léger, quoi. Ouais. OKB, C'est pour ça qu'il n'y a pas de retail, une hein. performance de malade, mais ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de retail. C'est compliqué, quoi. Ouais. En Et AAV, fait- c'est lié à World Liberty Finance il y a peut-être un play qui est intéressant dans le sens où si World Liberty Finance ont une grosse part de leurs tokens qui sont pour AAV et que AAV joue un énorme rôle et que tout se passe bien et qu'il y a de l'attraction, ça peut profiter aussi à AAV. Et ça peut être que, je pense, quelque chose de positif, quoi. Mais sinon, sur le reste, ouais. Moi, ce que je regarde dans les tokens que j'ai pas dans le folio, que je surveille le plus, ça va être AAV, Pendle, peut-être du Aérodrome, peut-être tout ce qui est Syrup, etc. Mais à part ça, j'ai du mal, hein. Je sais pas, vous, ce que vous regardez dans Moi, le chat. je comprends pas, Léo. Tu Ah ne oui, surveilles pas Celestia et Eigenlayer. Ouais, non, bah. Attends, mais ça doit être très triste, ça. Le narratif modulaire, il est Ouais, modulaire, bon. le prix de Celestia, là. Ouais, il est très modulaire. C'est très très loin. En plus, les gens, ils ont bien croqué sur les airdrops en stakant leur Celestia, ils sont contents. Non, là, c'est. Eigenlayer, c'est pareil. Tout ce qui est Morpho aussi. restaking, de toute façon, laisse tomber. Au final, t'as l'impression que ce qui performe, c'est majoritairement des apps qui ont du revenu, tu vois. Ou qui font c'est un les tour vendeurs avec la pioche. TradFi. Ouais. C'est les vendeurs pioche. Mais en fait, pour moi, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de Tao et tout. Tao, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que Tao, ça a le problème de Bitcoin au début, à savoir qu'il y a une énorme émission, quoi. Il y a énormément d'émissions de jetons. En fait, et j'ai l'impression que personne n'en parle, mais. Pour moi, pour compenser une énorme émission de jetons, il faut énormément de demandes en face, quoi. Le problème pour moi de TAO, c'est que c'est un beau projet en termes d'idéologie, mais comme X projets sur ce marché, mais il est trop compliqué à cerner. Il est trop compliqué. Je dis des subnets, émissions. Même moi, j'y comprends rien, gros. Franchement, c'est trop compliqué, TAO. Faut un bac plus 5 pour comprendre TAO. Ouais, c'est un énorme réseau qui regroupe des sortes d'ateliers où les gens peuvent participer au développement de modèles spécifiques à des activités, des catégories. Et en gros, il y a tout un modèle économique avec le Tao pour récompenser les gens qui participent à tout ça et avec les jetons des sommets, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué d'expliquer simplement, genre, enfin, il y a tellement de mécaniques et tout. Après, c'est extrêmement bien fait. C'est Mais impossible. Non, mais alors justement, moi, je suis de la team. Je fais mon Gilles Cadignan, tu vois. Je fais mon Bitcoin Maxi, mais il a trop raison de penser comme ça. En fait, si c'est chiant à expliquer. Hein. Tu vois qu'il y a énormément d'émissions, parce qu'en fait, tu vois que la gueule de la charte n'est pas du tout la même si tu regardes le prix ou la market cap, tu vois. Et c'est un peu ça. Après, je suppose que les gens, ils obtiennent aussi du rendement sur leur Tao, etc., et que c'est compensé et tout. C'est juste que. Ouais, en fait, comme Atom à l'époque avec l'inflation, ouais. Ouais, mais en fait, c'est surtout ça qu'il faut se rendre compte, c'est que. Je vais aller sur Token Terminal. Ah non, c'est Token Unlock. Ça va le Tokenomize. Voilà. En gros, si tu vas sur moi, ce qui me fait peur, ça veut pas. Ah, si, voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, en fait. Alors après, l'émission, elle va commencer à ralentir, tu vois, mais ça fait quand même beaucoup d'argent, quoi. Mais pour moi, c'est finalement pas le cœur du problème. Pour moi, le cœur du problème, c'est que c'est trop compliqué. C'est quand tu dois... Mais comme beaucoup de trucs que j'ai expliqué moi-même, tu vois, les layers 2, les data availability layers et tout, machin. En fait, s'il faut un bac plus 15 pour l'expliquer, vas-y, c'est bon, quoi. En fait, pour moi, le dénominateur commun des
des projets qui sont extrêmement bons, à mon sens, c'est quels sont les projets qui peuvent fonctionner sans incentive. Parce que c'est ça, parce qu'en fait, c'est facile, genre, d'avoir de l'attraction si, genre, tu rémunères tout le monde pour utiliser ton produit, tu vois. Enfin, on va pas se mentir. Genre, le problème, c'est est-ce que les gens utiliseraient ton produit sans des incentives? Et est-ce que Clairement. les gens vont continuer d'utiliser ton produit lorsqu'il y aura pas d'incentive ou moins d'incentive? Et en soi, c'est un peu la question qu'on pouvait aussi se poser sur HL et que peut-être que certains se posent. Mais par exemple, AAV, incentive ou pas, les gens s'en battent les couilles, ils utilisent, c'est un bon produit. Tether, Ouais. incentive ou pas, ils ont jamais eu d'incentive, même, ils ont utilisé le produit. Et ça continue. Et au final, pour moi, même Pendle, genre, au final, il y a des incentives, mais elles sont, enfin, à mon sens, les gens n'utilisent pas Pendle pour les incentives, ils l'utilisent parce qu'ils ont une vraie utilité qui est derrière. Donc pour moi, c'est ça que vous devez essayer de chercher. C'est des produits qui ont énormément de potentiel et que les gens n'utilisent pas que pour les incentives. Et tu vois, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de football.fun, etc. J'ai pas eu le temps de creuser, mais je suppose que ça se base aussi sur pas mal d'incentives. Donc Ça, je après, sais pas. pour obtenir une traction initiale, etc., les incentives, évidemment que c'est intéressant et c'est cool, etc. Mais même, tu vois, Ethena, au final, ils ont des incentives, mais le produit te délivre quand même genre du 8-12% sur son stablecoin et ils redistribuent ça à la commu, quoi. Donc les gens utiliseront et je pense que les gens utiliseraient Ethena même sans incentive ou quoi que ce soit, quoi. Juste parce que c'est un produit bien foutu et qui donne du rendement et que, enfin. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais la critique que je fais à TAO, je dis pas que c'est un mauvais projet, je dis juste que moi-même, j'ai été le premier à vous faire des vidéos sur le narratif modulaire, les data availability, on y a passé du temps. Je me suis fait esquinter sur du Starknet, sur des trucs comme ça. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent que ce soit simple. Tu vois. Déjà, Ethereum, à comprendre, il fallait s'accrocher. Ça commence à rentrer. C'est une exception à la règle. Solana, c'est un Ethereum bis, d'une certaine façon. Hyperliquid, c'est à part, c'est un exchange. Donc c'est facile à expliquer, c'est un exchange. Ouais. Et peut-être pour étayer mon propos, je dis pas que ce qui a des incentives et qui en a besoin pour fonctionner, ça ne marchera plus jamais après, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans une configuration comme aujourd'hui, où les gens n'aiment pas du tout les altcoins, n'ont pas forcément envie de prendre énormément de risques dans les altcoins, vous devez vous diriger vers des choses qui marchent dans tous les cas, peu importe que les gens aiment les altcoins ou pas, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Mais après, peut-être que ça résonne pas trop dans vos esprits, peut-être que je dis de la merde aussi, mais c'est comme ça que j'approche de plus en plus les choses, parce que tout ce qui marche uniquement sur des incentives, en gros, c'est des pump and dump, quoi. C'est des trucs qui s'en relèvent pas, et c'est ce qu'on voit. Donc, On voit que ça, on voit que ça. et je dis pas du tout que Tao, c'est finito, tu vois. Pour moi, Tao, il y a genre une vraie utilité, genre c'est... En fait, la question, c'est est-ce que les gens utiliseraient Tao aujourd'hui s'il n'y avait pas les incentives? C'est ça, moi, ma vraie question. Et je pense que c'est compliqué d'avoir une réponse honnête des gens dessus, ça. Et la question, alors quand il dit incentive, il dit bien entendu les nouveaux TAO qui sont créés pour rémunérer les gens qui font des subnets. Mais ça reste le même principe que les protocoles qui donnaient du jeton de gouvernance pour offrir un yield supplémentaire pour la DeFi, etc. C'est toujours la même chose. On imprime de la monnaie pour inciter les gens à faire tourner le système. Bitcoin, c'est la même chose. Mais Bitcoin, il a prouvé déjà. Il a prouvé que même si les incentives baissaient, les gens continuaient à l'utiliser. J'ai vu que NIR développe énormément. Ouais. Mais comme d'hab, ça se bouge beaucoup. Mais moi, j'ai une follow NIR. C'est bon. Ça fait 10 ans qu'il se bouge beaucoup. J'ai jamais vu qui que ce soit l'utiliser, tu vois. Donc, en gros, moi, je vois une team, genre une énorme communauté de gens qui sont fanatiques de Link. Et en vrai, il n'y a pas de souci à être fanatique. Je pense qu'il y a des gens qui me voient comme ça sur HL, mais et il y a des gens qui parlent de revenus sur Link, mais Link, ça génère beaucoup de revenus, je ne me rends pas compte. Quelques millions sur le mois. Je vais aller voir ça. Quelques millions sur le mois. Chainlink. C'est un peu à part Chainlink parce qu'en fait, ils bossent avec tout le monde. C'est la pierre angulaire de beaucoup de choses. Mais c'est juste que l'utilité du token et les revenus liés à ce token sont pas énormes. Revenu Chainlink. Donc là, il y a des gens. Non, c'est pas à jour ça. Ils font plus que ça. Non, je pense qu'ils ont pas tout. Je sais que c'est pas des revenus de dingo, mais ils ont quand même plus que ça normalement. Fees annualisés 4,54, mais le revenu c'est 46 000. Je sais pas. Et dans tous les cas, les fees actuellement qui montent, c'est genre 20 000 balles par jour. HL, c'est 7 millions en ce moment. Après, c'est pareil. Imaginons que cette info elle est fausse et qu'il y a plus de revenus. Déjà, le fait qu'on n'arrive pas à traquer les revenus correctement, c'est un problème. Bon, ça... Tu penses quoi de Peace Network? En fait, le truc, c'est que. C'est un bête appelé Chainlink. Alors. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Chainlink et Peace, pour moi, c'est des choses qui sont très utiles, mais c'est difficile de capturer de la valeur à partir de ça.
Genre, c'est des produits qui sont utiles et que tout le monde utilise, mais c'est pas des produits qui rapportent énormément d'argent aussi? Ou Non, mais est-ce que dans le cas où ça génère du revenu, est-ce que c'est quelque chose que nous, en tant qu'utilisateur ou spéculateur ou investisseur, on peut capturer? J'ai pas la sensation de ça, tu vois. moi, tu te rappelles de The Graph GRT, dont tout le monde Ouais. parlait en 2021? Bah, c'est pareil, tu vois, tout le monde l'utilisait. C'était pas une cash machine. C'est-à-dire que ça coûte pas des 100 et des 1000 de l'utiliser, donc du coup, ça en fait pas une boîte qui se gave en B2B, en fait. Chainlink, ça a l'air d'être pareil. Alors, on nous dit dans le chat, les revenus sont off-chain, mais je pense pas que tu payes des milliards de dollars pour avoir des prix Non. en temps réel, tu vois. Mais genre C'est 4 ça, le millions à truc. l'année, 4 500 000 à l'année, en fait, comment c'est possible de galérer autant à trouver des revenus de Chainlink? Parce que là, je suis sur leur site, genre, y a rien dessus ça, genre? Je vais demander à ce bon vieux père de ChatGPT 5 s'il est Data, capable de me répondre. data feeds. Non, en gros, ils te donnent des data feeds, mais où est-ce que tu peux pas voir le revenu? Ah, rewards, metrics. Ouais, en gros, c'est ce que eux, ils sécurisent, etc. C'est ce que je dis, c'est très utile, mais en termes de revenus. T'auras que les revenus Attribute on-chain, visiblement. reserve of link funded via revenue from various on-chain. Donc en gros, depuis le 7 août, donc en 3 semaines, ils ont accumulé 90 000 links et un link 90 000, 900 000. En gros, ils ont fait 2 millions en 3 semaines. Et après, je sais même pas à quel point. C'est parce que tu as les buybacks ici. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux Après, renseignés. ils font de la facturation, ils font de la facturation off-chain aussi. Ils font de la facturation off-chain, mais c'est impossible de savoir s'ils font des grosses quantités d'argent ou pas. Donc en fait, on en reste sur ce qu'il y a on-chain, et on-chain, c'est pas. Mais même énorme. dans tous les cas, imaginons c'est 2-3 millions par mois. En vrai, 45 millions à l'année, je veux bien. Mais du coup, genre, tu valorises un business qui fait 45 millions à l'année, 24 milliards. 24 milliards. Bon, après, tu me diras, Oui, il y a mais des tu trucs qui peux font pas de revenus, spéculer qui sont sur les beaucoup plus revenus utiles et futurs. que voilà. Ouais, non, mais oui, après, en plus de ça, il y a la team qui est vestée et qui je suppose, dégueule du jeton, quoi. Après, je sais pas, ça fait longtemps qu'il existe Chainlink, ça se trouve, ils ont déjà tout décaissé. Hein. Tu vois, si je vais sur CryptoRank Link, parce que c'est vieux, hein, Chainlink. Hein. Ah ouais, c'est une dinguerie. Attends, je te montre mon écran. T'as le vesting de. Ouais, ils ont l'air bien. Ouais, ils ont l'air d'avoir tout leur jeton, quoi. 67% en circulation. Bon. Après, c'est parce qu'ils ont une communauté qui est forte et tout, genre, c'est vraiment une folie. Mais, en fait, moi, personnellement, Link, ça n'a jamais été un truc qui m'a. Tu sais, moi, ça me plaisait en 2018-2019, parce que c'était pas encore sorti. Et que l'interopérabilité, c'était sexy. Mais au final, l'interopérabilité, c'est pas la plus grosse cash machine de cet écosystème, on l'a vu. Hein. Ouais. C'est pas les Layer 0, les Wormhole, les analogues et compagnie qui se gavent. Alors que si je peux me permettre, De quoi va-t-il parler? 96 millions en 30 jours. Je suis choc barre. Mais même Axiom, hein, tu vois, Axiom, ils ont pas de token. Genre, t'es une cash machine. Mais les trading terminals, ça Axiom, fait leur du outil, fric, mais à une puissance, gros, c'est une dinguerie, genre. leur outil de sniping de Memcoin, il est goldé, hein, Axiom. Gros, Attention. ils font entre 30 et 50 M par mois, là, en ce moment. Ouais. Genre, annualisé, sniper des ils prennent gros. 637 M dans leur poche. Bon, alors après, ils ont les coûts d'opération, etc. Mais. Et les gens, j'ai pas l'impression qu'ils se disent Axiom pour farmer. Hein. J'ai l'impression qu'ils utiliseraient Axiom peu importe. Non, ils utilisent réellement. En fait, pour ceux qui veulent comprendre quand on parle de sniping, quand vous lancez un nouveau token sur Solana ou Ethereum, bon, bah, il est écrit sur la blockchain en gros. Et en fait, Axiom, c'est une interface simplifiée où tu peux voir tout ce qui sort en temps réel avec juste les informations clés, donc site web, compte Twitter, le ticker, les volumes, etc. Donc tu peux dire, par exemple, je mets 1 sol ou 0,1 sol ou 0,01 somme. Donc c'est un peu comme un grand casino en temps réel où tu peux balancer des petites miettes. Si par exemple tu vois le truc passer, tu cliques vite sur le Twitter il a l'air propre avec des communications, etc. Tu peux vite envoyer des sous. Si le Twitter il est vide, tu dis bon j'y vais pas et tout. Et en fait les gens, ils envoient des petites miettes parce que de temps en temps, et bah, juste le jeton il sort, mais il n'y a pas de communication pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, ça pète d'un coup. Donc, ils se disent, bah, au pire, je parie 10 balles. Et puis, si ça fait fois 1000, et bah, j'ai remboursé toutes les miettes que j'ai balancées. Donc, c'est un peu la ruée vers l'or, Axiom. C'est une surcouche de Pump Fun, hein, finalement, hein, qui elle-même est une surcouche de Solana. Et ils font v'là le fric. Et vous avez même... Là, on est en train de streamer sur Twitch. On est dans la catégorie crypto. Si vous allez sur la catégorie crypto, tu as des gens qui streament où ils sont, par exemple, toute une soirée à faire que sniper des meme coins sur Axiom. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des streams comme ça pour voir comment ils font. La TVS sur Link, plus de 50 milliards. Oui, non, mais voilà, TVS, c'est quoi déjà TVS?
Attends, t'es mute. Total value secured. Voilà, total value secured. Parfait. C'est les métriques Opium, ça. C'est comme combien il y a de wallets qui détiennent des real world assets sur Plume. Oh, et là, il y a des dizaines de milliers de wallets. Enfin, voilà, c'est les métriques d'Opium. Mais c'est pas ça qui permet de valoriser un token. Bon, bah écoute, on est pas mal niveau format, là, CryptoPixou. Ça fait une belle émission. Yes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous aurez donc cette semaine une vidéo sur World Liberty Finance. Je vais m'occuper du tournage très probablement demain. On a également une vidéo sur 2 applications de l'écosystème EGA-ETH qui vont sortir avec Egri. Tous les dimanches ou les lundis, on vous fait une émission masterclass disponible sur Twitch. Vous avez toujours le replay le lendemain sur la chaîne YouTube de Coin Academy et vous pouvez retrouver en description tous les liens utiles comme se créer un petit compte sur Bitpanda si jamais vous voulez acheter, vendre, gérer vos crypto-monnaies. Vous avez aussi des liens pour vous acheter un ledger si vous voulez sécuriser vos crypto-monnaies. Moi, j'ai toujours mon petit ledger sous la main. Merci beaucoup en tout cas Léo pour cette petite propagande hyper liquide, ça faisait longtemps. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de hype. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous. Tchuss. Tchuss.